Bonsoir, bonsoir. Soyez les bienvenus pour cette soirée d'échange. Merci pour vos messages dans le chat. Je vais vous défiler les bonjours et les bonsoirs. J'espère que vous allez bien. On est ce soir en compagnie de Thomas. Salut Thomas. Salut Gabin et bonsoir à chacune et chacun qui nous rejoignez là. C'est toujours un plaisir de voir cette espèce de galop joyeux qui arrive dans le chat de toutes les parties du monde. Je suis ça avec enchantement. Merci de votre amitié, de votre confiance pour passer ce début de soirée ensemble. Ouais. Et soyez les bienvenus pour ce moment ensemble. On est ravis de pouvoir vous retrouver un petit peu avant l'été, en cette fin d'année entre guillemets scolaire. Ça fait un moment qu'on n'avait pas fait de soirée d'échange comme ça en ligne, donc ravis de vous retrouver, ravis de retrouver Thomas sur un thème qui nous tient très à cœur et qui est vraiment au centre de ton travail, Thomas, depuis des années, sur notamment le sens de notre vie. Est-ce que notre vie fait du sens pour nous? Est-ce qu'elle nous fait envie? Donc l'idée de ce soir, c'est de pouvoir explorer cette thématique-là. Et un grand merci pour votre confiance, pour nous avoir rejoints. Vous êtes très nombreux, très nombreuses à vous être inscrits pour cette soirée. On est un petit peu plus de 4000. Donc ravi de voir cet engouement-là. Et puis on a aussi reçu beaucoup de questions en amont. On va essayer d'en aborder plusieurs ce soir et essayer d'apporter des pistes de réflexion par rapport à ce thème-là. En tout cas, on a vraiment senti que c'est un sujet qui sûrement qui vous touche, qui est aussi universel, parce qu'on a eu vraiment des questions de toutes parts et on est ravis de sentir ça. Donc l'idée de ce soir, c'est de pouvoir se retrouver pour échanger tranquillement par rapport à cette thématique. Un grand merci aux équipes qui ont œuvré pour rendre possible ce moment et cette soirée. Top, je vois passer des messages, très bonne qualité, tout est OK. Et j'ai l'impression qu'on est prêt pour se lancer. Je peux vous donner quelques informations sur le programme qui nous attend ce soir. On est ensemble pendant environ 1h30, donc si vous nous quittez avant, vous aurez le replay d'ici quelques jours. Et donc ce que je vous disais tout à l'heure, le thème de ce soir, c'est « Notre vie a-t-elle du sens? Nous fait-elle envie ?» Et Thomas, tu pourras nous en dire un petit mot dans quelques instants pour introduire aussi ce thème qui est vraiment au cœur de ton travail depuis de nombreuses années maintenant. Et donc, la soirée aura deux grandes parties. Une grande partie questions-réponses avec les questions qu'on a reçues en amont de cette soirée. On a reçu un petit peu plus de 150 questions qu'on a essayé d'organiser en grands thèmes par rapport justement à ces enjeux. Le premier thème qu'on abordera, c'est le sens de manière un peu générale. On se rend compte que c'est une question universelle et également un besoin universel. Donc ça va être, l'idée sera un peu de clarifier tout ça, de mettre des mots peut-être aussi un peu plus précis sur ce qu'on entend par sens, envie, élan, etc. Ensuite, on s'intéressera au sens dans notre vie personnelle, puis au sens dans notre vie relationnelle. Ça peut être aussi bien dans notre couple, dans notre famille, avec nos amis, etc. Vraiment notre vie relationnelle en général. Le sens également dans notre vie professionnelle et sociale. Et on terminera avec comment trouver du sens dans un monde en mutation. Vous avez été nombreux à nous partager des questions par rapport à ça, avec les changements qu'on connaît, et peut-être aussi un peu les bouleversements et voilà, tout un tas de choses qui peuvent être questionnantes dans le monde actuel. Donc on essaiera de partager quelques réflexions par rapport à ça et peut-être de répondre à certaines questions que vous vous posez. Et pour terminer cette soirée, nous vous donnerons des informations pour celles et ceux qui voudraient aller plus loin concernant le parcours ici. C'est la 3e saison que le parcours ici va avoir lieu. Il démarrera juste après l'été, à la rentrée. Et donc ce soir, ce sera pour la première fois l'ouverture des inscriptions. Donc on sera ravis de vous partager des informations pour celles et ceux qui seraient intéressés et qui voudraient aller plus loin et poursuivre l'aventure avec justement cette expérience du parcours ici. Voilà un petit peu ce qui nous attend ce soir. Est-ce que ça vous va? Ça te va, Thomas, comme programme? Et ça me va très bien, Gabin. Merci beaucoup de l'avoir si bien préparé et de donner cet éventail d'axes selon lesquels regarder l'enjeu du sens. Alors, c'est peut-être le moment de dire un petit mot pourquoi on a choisi ce thème. Avec plaisir. C'est vraiment la trame de mon travail depuis que moi-même j'ai trouvé que ma vie de juriste, d'avocat, n'avait pas le sens que je cherchais et que je me suis interrogé sur qu'est-ce qui ferait sens, qu'est-ce que j'aimerais vivre davantage.
Et c'est ce questionnement qui m'a permis de réaliser qu'il y avait en moi une pulsion de vie, clairement, et qu'elle était bridée, qu'elle était muselée, que quelque chose en empêchait la résonance, la clarté. Et ça m'a amené à m'interroger là-dessus, qu'est-ce qui fait sens, qu'est-ce qui donne le goût de vivre, et qu'est-ce qui empêche, et pourquoi est-ce qu'on est empêché. Et j'ai eu des incitants. C'est clair que dans mon métier d'avocat, j'ai vu que beaucoup de gens entraient dans des disputes considérables qui, à mon sens, auraient pu être évitées si elles avaient davantage clarifié qu'est-ce que je veux vivre. Et on le verra dans les enjeux professionnels. C'est quoi le sens de ma vie professionnelle? C'est quoi le sens de ma vie relationnelle? Est-ce que je privilégie la qualité du lien ou la prétention à avoir raison? C'est quoi les choix et les options? Quel est l'axe de ma vie? Et déjà, comme avocat, je me disais, mon Dieu, si les gens avaient davantage clarifié ce qui fait sens et donne goût à vivre, je pense qu'on éviterait beaucoup de tensions et de conflits. Ensuite, certains d'entre vous le savent, je me suis occupé pendant une dizaine d'années d'une association pour des jeunes dits de la rue. Et clairement, ces jeunes perdus dans la violence, dans la délinquance, dans la petite criminalité, s'étaient rarement posé la question de qu'est-ce qui fait sens pour moi et qu'est-ce que j'ai envie de vivre. Et ils étaient plutôt dans une définition négative, assez nihiliste. La vie n'a pas de sens, je n'ai pas le goût de vivre et donc je fous tout en l'air. Et c'est pas un petit enjeu que d'apprendre depuis l'école, parce que tous ces jeunes, ils avaient appris à lire, écrire et calculer. Donc c'est pas qu'ils aient loupé une étape dans la scolarité, c'est que derrière ces enjeux techniques très précieux, eh ben, il manquait l'essence, qui est à quoi ça sert tout ça. Et il est, à mes yeux, essentiel que nous revisitions notre système scolaire pour que d'emblée, le gamin qui arrive à l'école, la gamine qui arrive à l'école, réalise qu'on est là pour clarifier qu'est-ce qui fait sens et qu'est-ce qui donne le goût de vivre et comment petit à petit mettre ça en place. Et donc voilà ce qui m'a donné le goût moi-même de m'interroger sur moi. Et en écrivant Cessez d'être gentil, soyez vrai, mon premier livre, ben, c'est une première étape sur le fait de comprendre des mécanismes qui obèrent la capacité d'expansion, la capacité d'ouverture. Et par la suite, certains le savent, j'ai écrit un second livre dans la même lignée, 4 ans plus tard, qui est Être heureux. Ça n'est pas nécessairement confortable. Si nous cherchons tous, je pense, à travers la planète à être heureux, je pense que c'est un élan de vie profond et très commun pour les êtres humains, si pas le très commun à toute l'humanité. Eh bien, il y a souvent une incompréhension. Nous espérons stagner dans un petit confort, dans un petit état de bien-être, alors que vous l'aurez perçu, si vous êtes là, c'est que vous faites un bout de chemin pour vous comprendre. Passer à des paliers de bien-être successifs, ben, ça demande de lâcher des trucs, de se défaire d'attachements, de systèmes de pensée, de sortir d'une certaine inertie, de quitter la zone de confort pour s'enhardir dans la zone d'inconfort, en sachant pas trop où ça va aller, mais dans la confiance que sans doute ça ira mieux par là, ce qui demande un peu de courage, un peu d'audace, et petit à petit, effectivement, de sentir que ça valait bien la peine de quitter ce premier niveau de confort qui souvent s'organise en inconfort connu. Je reste dans mon inconfort connu parce qu'il est connu, parce que ça me fait un peu peur d'aller visiter la possibilité d'un confort beaucoup plus grand, mais qui est encore forcément inconnu. Et donc, dans ce deuxième ouvrage, je me rendais de nouveau bien compte que si nous étions davantage habités de la quête de sens et du goût profond de vivre, et non pas anesthésie à se dire bah, je suis le programme parce que c'est le programme, on m'a dit que c'était comme ça, et puis tant pis, ça n'a pas de sens, et puis le goût de vivre, c'est pour les autres, c'est pas pour moi. Si nous étions davantage habités par la quête de sens et le goût de vivre, et le goût de donner du goût à notre vie, je pense que nous pourrions plus facilement passer à des paniers de bonheur plus profonds, plus stable et plus joyeux, généreux. Hein. L'idée, c'est pas de s'enrouler dans du narcissisme, c'est d'être contagieux du bien-être que l'on porte en soi. Et puis, voilà, en avançant dans mon travail, j'ai systématiquement perçu que c'est ça que je voulais davantage explorer parce qu'il y a une dimension citoyenne. Je pense que dans l'époque que nous traversons aujourd'hui, extrêmement chamboulée, extrêmement chaotique, on voit bien qu'un ancien monde, un ancien paradigme se disloque et tout petit à petit s'effondre. On le voit bien, on ne peut pas se mentir, et que nous sommes à la charnière, et là vous le savez, je l'ai déjà rappelé souvent dans ces échanges, ce n'est pas moi qui le dis, ce sont des historiens, des prospectivistes, des observateurs de la civilisation qui disent nous sommes à une charnière aussi fondamentale que celle qui a prévalu entre le Moyen Âge et la Renaissance.
Et donc, il y a un goût de fin d'un monde, un certain monde s'en va, et on commence à le voir, à le sentir même. Il y a des convulsions, il y a beaucoup de tensions, il y a des replis intégristes, des démarches pour repartir en arrière, retrouver soi-disant un âge d'or, ou en tout cas un certain inconfort connu. On le voit énormément, ne serait-ce que dans les enjeux politiques, beaucoup de raideur, de fixité qui se met et qui est inévitable dans les périodes de changement, et en même temps, un nouveau monde, un nouveau paradigme n'est pas encore très clair. On sent bien qu'il y a une possibilité de vivre tout autrement, mais elle n'est pas encore très définie. Et c'est à nous, me semble-t-il, profondément, chacun, chacune, à le porter dans notre cœur, à le visualiser, à le désirer, à le chérir et à le mettre au monde, au quotidien. Il ne va pas venir par hasard, ce nouveau monde, ce nouveau paradigme. Mais ça demande que nous sachions comment nous défaire de ce qui nous a plombés dans l'ancien monde et de sentir que nous avons ce potentiel extraordinaire en tant qu'humain conscient, porteur d'une conscience, de sentir de plus en plus finement, profondément et puissamment par où ça va, par où ça a du sens, par où va ma boussole. Et c'est pour ça qu'avec Gamin, on a choisi ce thème qui est, comme vous le savez peut-être, le thème de mon dernier livre, hein, Notre façon d'être adulte fait-elle sens et envie pour les jeunes. Et ce livre ne s'adresse pas qu'aux parents et aux éducateurs, c'est un livre sur le sens de la vie et qui peut donner des clés, je l'espère en tout cas, à tous ses lecteurs. Et c'est également sur ce thème que je travaille un prochain livre qui sortira en février. Voilà, un peu en bref, la boucle, pourquoi je tiens beaucoup à ce thème-là et combien je suis convaincu que c'est un enjeu citoyen que de se poser les bonnes questions, parce que c'est une bonne façon de tenter de trouver les bonnes réponses. Merci beaucoup Thomas pour ces premiers mots et c'est une très bonne transition avec effectivement se poser les bonnes questions puisqu'on va passer maintenant aux questions que vous nous avez envoyées en amont. Merci beaucoup pour votre confiance. J'ai eu la chance de lire toutes les questions qui ont été envoyées. Je pense qu'il y en avait un peu plus de 150 avec certaines qui avaient vraiment aussi du contexte, des éléments que vous allez voir assez concrets. Ce sera aussi l'idée un peu de ce soir, c'est de partir de vos questions et de développer des pistes, des réponses, sachant que l'idée, c'est pas de se dire que Thomas ou nous avons la bonne réponse, mais plutôt voilà, d'ouvrir ensemble des chemins, des perspectives. Et vous allez sûrement sentir, c'est un thème qui est tellement vaste et c'est un enjeu qui paraît tellement grand, surtout dans les temps actuels, que l'idée est plus de cheminer ensemble et d'ouvrir des pistes. Mais comme Thomas le rappellera sûrement ce soir, il y a aussi beaucoup de jardinage et de temps pour que ces choses-là aussi s'ajustent et résonnent profondément en nous. Mais en tout cas, on a bien envie de partir des questions que vous nous avez partagées. Et je peux vous montrer, on va commencer avec ce premier thème, le sens, une question universelle. Alors, les premières questions nous viennent de Maxime et Mélanie. Comment vivre une vie qui a du sens pour nous? Comment savoir ce qui a du sens? Maxime et Mélanie, quels sont les signes d'une vie qui a du sens? Est-ce que c'est le sentiment de paix intérieure, de joie, la sensation d'accomplissement? Merci beaucoup à tous les deux, Maxime et Mélanie, pour ces questions extrêmement pertinentes et qui sont certainement partagées par d'autres personnes dans notre petite communauté ce soir. Comment vivre une vie qui a du sens pour nous? En le cherchant, en s'interrogeant, qu'est-ce que j'aime? Qu'est-ce qui fait sens pour moi? Qu'est-ce qui me fait tressaillir? Quels sont les moments dans mon existence dans lesquels j'ai pu tressaillir de quelque chose qui fait comme un appel, quelque chose d'assez comme un aimant, quelque chose qui m'aimante, qui me dit ça j'aime, ça j'ai le goût de vivre, j'ai envie d'aller par là. Comment développer de plus en plus cette sensibilité qui fait que notre boussole intérieure répond à une sorte de nord, un nord très personnel évidemment, pas un copier-coller de ce qui se passe autour de nous, dans les codes et dans les modes, mais un nord personnel. J'aime rappeler que nous cherchons à vivre, à donner à notre sens et à trouver nous cherchons à trouver à notre vie, un sens personnel et vivant, pas copier-coller. Et pas lu dans les bouquins ou entendu dans une tradition parce qu'il est possible que ce soit bien ou parce qu'on m'a dit que c'est comme ça que ça doit se faire. Ça ne va pas marcher. Nous avons absolument besoin de sentir que
cette vérité, ce livre, cet auteur, cette façon de penser, ce type d'activité, ce type de projet, ça fait tressaillir tout mon être. Toutes les cellules se combinent, se concertent, s'enchantent dans l'idée d'aller par là. Alors, c'est ça le point de départ. C'est cette mobilisation générale de toute la puissance de vie qui est en nous. C'est comme ça que l'on peut sentir, et je réponds un peu déjà à la question de Mélanie, quels sont les signes d'une vie qui a du sens, c'est cette sensation de mobilisation tout entière. Il n'y a pas une partie de moi qui regrette d'être là et qui se dit c'était mieux avant ou j'aurais dû faire autre chose. J'ai pu écouter ces parties parce qu'elles sont précieuses, elles me renseignent sur ce que j'aimerais vivre et vers où j'ai envie d'aller. Comment affiner encore mon orientation. Je les écoute, bien sûr, mais de plus en plus, je trouve une façon d'être au monde qui répond à ces questionnements et qui fait qu'il y a de moins en moins une impression de vide ou de manque. Le point de départ, pour être au fond clair, qui nous met en route dans la quête de sens, c'est l'impression de vide, de manque et de désarroi par rapport à ce qui se passe. Alors que nous sentons, je pense, tous intuitivement une quête, non pas de vide, mais de plénitude, non pas de désarroi, mais de clarté, et que c'est ça que nous pouvons petit à petit sentir. Il y a cette quête et il y a cette lourdeur. Comment ne plus se laisser plomber par la lourdeur et se laisser davantage inspirer par la quête petit à petit. Alors, Mélanie demandait le sentiment de paix intérieure, de joie, la sensation d'accomplissement. Oui, c'est une combinaison de ça. C'est clair que ce qui fait sens fait joie. Vous savez peut-être que j'anime un atelier sur ce thème-là. Hein. Tout ce qui fait sens fait joie. Et tout ce qui fait joie, la plupart du temps, fait sens. Donc si vous êtes perdu à vous demander qu'est-ce qui fait sens pour moi, dans l'instant, là, aujourd'hui, remontez dans vos souvenirs et vous aurez quand même pu, la plupart du temps, sauf si vous avez vraiment vécu dans des pays en guerre et où les occasions de joie sont vraiment limitées, mais en principe, vous aurez pu, au cours de votre parcours, même si votre vie a été secouante et challengeante, vous aurez pu quand même connaître des moments de joie. Qu'est-ce qui était nourri dans ces moments-là? Qu'est-ce qui faisait sens? Un moment de tendresse, un moment de partage, un moment de solitude inspirante, un moment de contemplation devant la nature, un moment de jeu plaisant avec les amis, avec la convivialité, la solidarité, la complicité. Qu'est-ce qui a donné du sens à la vie? Et comment, ayant davantage décodé ça, je peux remettre ça dans mon quotidien et ne pas rester dans la nostalgie de la circonstance où ça s'est vécu, mais sentir que ces besoins, je les porte en moi et je peux les actualiser dans la vie quotidienne. Voilà quelques pistes pour répondre à vos questions. On pourra en parler beaucoup, bien sûr, mais merci beaucoup, Maxime et Betty, pour ces premières questions. Merci Thomas. Effectivement, on va en parler beaucoup ce soir. La question suivante nous vient d'Agnès. Comment identifier ce que vous appelez un élan profond? À quoi le reconnaît-on? En quoi est-il différent d'un élan d'enthousiasme qui fait sens au moment où il se présente? Et Aurélie, comment redonner du sens à notre vie? Merci également à toutes les deux, de nouveau, pour des questions très pertinentes et qui reviennent, que je rencontre régulièrement dans mes contacts avec les personnes. Comment identifier un élan profond et en quoi est-ce différent de l'élan d'enthousiasme? L'élan d'enthousiasme peut être passager et nous en connaissons beaucoup, une flamme qui s'allume pour quelque chose et qui a donné un certain goût de vivre ou de découvrir ou de partager un moment et cependant ça n'est pas durable. Ça fait long feu comme on dit, c'est-à-dire que ça s'étouffe assez vite ou ça se réduit, l'intensité de ce moment se réduit. À la différence de l'élan profond qui est un élan de fond, comme on en parle dans les courants marins. C'est pas la surface qui s'agite avec le moindre courant d'air dans lequel il peut y avoir de l'enthousiasme tout d'un coup en surface. Mais l'idée, et je fais souvent ce geste, c'est de descendre à l'intime de soi dans un courant beaucoup plus profond et stable qui traverse, qui reconnaît les circonstances, les émotions, ce qui est passager, mais qui n'y reste pas accroché, qui va au-delà. Et c'est à ça que nous pouvons petit à petit porter notre attention en tirant parti de nos expériences successives. Nous pouvons décoder, tiens, dans cette expérience j'ai aimé ceci, dans telle autre expérience j'ai aimé cela, dans telle pratique ou telle rencontre j'ai apprécié ceci. Et petit à petit, je cueille et recueille l'essence de mon être. Et je sais que c'est par là que je veux aller, parce que je vais trouver, même si je ne sais pas encore, comment petit à petit combiner ces enjeux-là.
combiner ce qui me tient à cœur. Et la plupart du temps, la réponse se vit dans une douceur, une, une densité qui s'installe en soi, une sorte d'évidence que je suis petit à petit en train de vivre ce que j'aime vivre. Alors, c'est un résumé, parce que ça peut prendre quelques années. Et je peux vous partager qu'au moment où je me suis dit j'ai envie de changer de vie et le moment où j'ai pu vivre de ma vraie vie, enfin de ma vie actuelle qui me plaît énormément, ben il s'est quand même passé 7-8 ans. Alors je ne dis pas ça pour décourager, loin de là, mais je dis ça pour bien montrer que c'est pas un truc magique. C'est pas, ça n'a rien à voir avec la méthode Coué. Je vais vivre la vie que je veux vivre dans un mois ou dans 2 mois. Et ben, c'est plus, comme l'a rappelé Gabin, de l'ordre du jardinage. Je sème dans mon jardin les graines de ce que je veux voir petit à petit pousser. Et tous les jardiniers le savent, nous ne ferons pas l'économie du passage du temps, de l'ingrédient du temps qui va petit à petit me permettre de récolter ce que j'ai semé et ce dont je prends soin. Et voilà donc la proposition. Et comment redonner du sens à notre vie, Aurélie? Ben, peut-être la réponse est-elle dans la question. Quelque chose vous a déjà donné du sens. Qu'est-ce qui a atténué, appauvri ou anesthésié cette période-là? Est-ce que c'était peut-être pas complètement le sens que vous cherchiez? C'était première démarche de sens, mais pas suffisamment nourrissante pour vous. Qu'avez-vous à tirer de cette période-là? Je me permets d'évoquer mon propre parcours. Dans un premier temps, j'ai fait carrière d'avocat pour aider les gens à traverser les conflits et à dépasser les collisions inévitables que je voyais forcément entre êtres humains. Et ça a donné du sens dans un premier temps. Mais assez vite, j'ai senti que je ne suis pas au bon endroit. Ce n'est pas l'outil du droit, bien que très pertinent dans bien des égards, je ne crache pas dessus bien évidemment, qui va me permettre d'aller à l'endroit où je veux être. Je souhaite être à l'endroit où les gens vont trouver du sens à la relation, du goût de vivre, de la capacité à se remettre en question et à ressentir un au-delà de l'immédiat permettant de dépasser les frictions d'ego. Alors l'outil juridique n'avait absolument plus rien à voir avec ça, il fallait que je trouve d'autres outils. Et donc c'est pour ça que le sens que j'ai pu trouver dans ma carrière d'avocat, petit à petit, en m'occupant des jeunes de la rue qui cherchaient justement une expansion, une ouverture, m'a permis de voir que je voulais devenir thérapeute et puis petit à petit formateur et écrivain. Ça s'est fait petit à petit, c'est un processus. Et ce que je vois, puisque j'accompagne beaucoup de personnes depuis bientôt 30 ans dans ce processus, c'est que nous sommes outillés pour ça. Nous sommes outillés, nous avons des capteurs et des senseurs à l'intime de nous. C'est parfois juste l'ouverture de cœur à l'idée, je désire autre chose, je tends vers autre chose et je fais de la place pour ça. À ce moment-là, une sorte d'aimantation se fait petit à petit. Merci beaucoup Aurélie et Agnès. Merci pour ces questions. 2 questions ensuite, avec un peu la même vibration de résonance. La première de Myriam. Comment faire pour réenchanter son quotidien sans tout bouleverser? Et la question de Cécilia. Comment réussir à créer ce changement en nous sans forcément détruire tout ce que l'on a construit? Relations amoureuses, travail, etc. Merci pour votre retour. Merci à toutes les deux de nouveau pour ces questions très justes, à mes yeux en tout cas très précieuses. Bien sûr, nous avons construit un certain cadre de vie, qu'il s'agisse de la vie professionnelle, du lieu où on habite, évidemment d'une situation de famille, de couple, le cas échéant, pour celles et ceux qui ont choisi d'être en couple, et celles et ceux qui ont choisi d'avoir des enfants, et on n'a pas envie de tout balancer, bien sûr. Comment réenchanter notre vie au sein du cadre? L'idée, c'est de voir que nous pouvons à tout moment changer notre façon de voir les choses. On ne peut pas changer directement les choses, mais nous pouvons changer notre façon de voir les choses, nous poser à un autre endroit, trouver un autre angle. Vous vous rappellerez peut-être de cette scène magnifique, pour celles et ceux qui ont vu le film Le Cercle des Poètes Disparus, qui date d'il y a, je pense, 25 ou 30 ans, mais qui, quand on l'a vu, reste très inspirant. Et à un moment, le merveilleux professeur monte sur une chaise pour indiquer à ses élèves, regardez autrement, montez sur la chaise. Alors, dans ce collège anglais, quand un professeur monte sur la chaise, c'est la surprise, évidemment, c'est presque de la révolte ou de la dissidence. Ils sont éberlués, mais avec beaucoup d'humour, et j'oublie le nom de l'acteur, merveilleux acteur, il indique, regardons autrement les choses. Eh bien, c'est ça que nous pouvons faire. Le cadre reste le même et on regarde autrement. Et pour répondre à Myriam, comment réenchanter son quotidien sans tout bouleverser? Savourer dès le matin
quelques moments d'enchantement, quelques minutes. Prenez juste conscience que vous vous réveillez, que c'est juste incroyable, quoi. Que pas tout le monde s'est réveillé, que des personnes sont restées dans leur lit et pour qui c'était le dernier souffle et la dernière nuit, elles sont mortes. Eh bien, vous vous êtes réveillés. C'est pas incroyable que toute cette biologie fonctionne, qu'avec un peu de chance, je ne vous connais pas, mais vous êtes dans un état de santé et d'autonomie suffisant pour vous être levé de votre lit toute seule et vous être habillée toute seule, sans devoir demander de l'aide, alors que bien des personnes vivent le handicap ou la maladie et sont alitées à vie ou ont besoin d'aide pour tout mouvement. Vous avez là, dans vos mains, dans vos cœurs, l'occasion de vous émerveiller, de vous enchanter, de remercier la vie. Ça ne veut pas dire que ce que vous vivez à l'extérieur, dans votre couple, dans votre travail, est enchanteur, mais au moins vous ne loupez pas l'occasion de voir ce qu'il y a d'enchanteur. Il est très vraisemblable, si vous êtes là, que vous habitez un lieu, que vous dormez au sec, que vous avez à manger, et sans doute une ressource, une certaine appartenance, un lien social. Il n'est peut-être pas idéal, vous l'aimeriez peut-être autrement, mais peut-être que déjà, vous pouvez honorer ce qui est avant de vous lamenter pour ce qui n'est pas. Et puisant de cette énergie en honorant ce qui est, en savourant ce qui est là, petit à petit sentir qu'il y a la possibilité d'élargir ce qui est et de rencontrer d'autres personnes et de trouver de nouvelles appartenances. Et peut-être même à un moment, si l'activité professionnelle ne vous plaît plus, ce qui est souvent le cas, j'en rencontre beaucoup, vous dire j'ai la confiance en moi que je peux trouver autre chose et je vais m'intéresser à autre chose. Et je vois beaucoup de personnes qui ils ne cassent pas le cadre du jour au lendemain, hein, mais petit à petit, ils sentent que se fonde en eux une confiance dans la vie, une confiance en soi, une estime de soi, un goût de vivre qui leur permet petit à petit de dépasser le cadre. Et j'ai vu également dans la relation amoureuse beaucoup de personnes qui étaient peut-être au bord de la séparation ou de la résignation à vivre une vie de couple qui leur plaisait pas du tout et qui ont réalisé qu'en la regardant autrement, en mettant d'autres lunettes pour voir l'autre, le compagnon, la compagne et la façon d'être ensemble autrement, eh ben, il y avait un moyen de raviver la relation. Il y a des milliers de façons de vivre en couple. Il n'y en a pas qu'une, hein, mon Dieu. Vous en avez peut-être pris une jusqu'ici, elle vous ennuie, ben changez de façon d'être en couple, pas changer pas forcément de compagnon ou de compagne. Voilà comment. C'est ça, comment réussir à créer ce changement sans forcément tout détruire. Allons-y petit à petit et tranquillement. Merci beaucoup à toutes les deux. Et question de Gaël, merci d'aborder ce thème. Je me demande souvent s'il n'y a que moi qui me pose ce genre de questions. Quel est le sens de la vie? Quel est le sens de ma vie? D'ailleurs, faites-vous une différence entre les deux, Gaël? Merci, Gaël. Alors, effectivement, je pense que, je ne sais pas combien nous sommes là ce soir, mais vraisemblablement, vous pouvez constater, Gaël, que vous n'êtes pas toute seule. Et je peux vous assurer en tout cas que, puisque mes conférences sont presque toujours autour, quel qu'en soit le titre, autour de ce sens-là, je parle facilement à des salles de 600, 700, parfois 1000 personnes. Et j'ai souvent cette réflexion de personnes à qui je signe des livres après, où je bavarde un peu à la sortie, qui me disent « mais ça m'a fait un bien fou d'arriver de voir dans cette salle que je ne suis pas toute seule avec mes questions ». Et que beaucoup de gens s'interrogent « mais oui, arrêtons de nous croire tout seuls avec nos préoccupations. Nous sommes très nombreux à souhaiter une vie beaucoup plus sensée et savoureuse, qui est vraiment du goût. Et c'est ça que nous pouvons activer de plus en plus. Alors, est-ce qu'il y a une différence entre le sens de ma vie et le sens de la vie en général? Ça se conjugue. Il me semble que le sens de la vie est d'être en expansion, en ouverture, et dans cette expansion, de sentir que ce qui cherche à s'ouvrir, à éclore et à rayonner, c'est l'amour. Et qu'effectivement, nous sommes heureux et joyeux quand nous nous mettons en concordance avec cette expansion, avec cette ouverture, quand nous faisons des choses qui nous relient, quand nous dressons une table pour la tablée familiale ou pour un repas de fête, quand nous préparons une belle soirée, quand nous faisons un cadeau surprise pour quelqu'un, quand nous mijotons un bon repas, quand nous sommes dans un projet d'équipe sur quelque chose qui nous tient à cœur et qu'il y a de l'amitié, de la complicité et qu'on fait un bel accomplissement, etc., etc. Quand on fait une expédition en montagne, en forêt et qu'il y a l'amour de la nature, de la terre, de l'aventure qui nous rassemble et qui nous relie.
sentir cette expansion, c'est ça qui est le sens de la vie et dont nous pouvons trouver bien sûr des éléments pour le sens de notre vie. Nous allons bien quand nous sommes en expansion, en ouverture, et nous allons pas bien quand nous sommes en contraction et en fermeture. Voilà une clé de base. Et ça demande donc que nous sachions comment, dans notre hygiène de conscience quotidienne, percevoir, suis-je en expansion, ouverture, ou suis-je en contraction, fermeture? Quel est mon état intérieur? Quelle est mon énergie? Que dit mon corps? Que dit mon corps? Et c'est pour ça que c'est précieux, et ceux qui ont fait des sessions avec moi le savent, je commence tous les matins par un moment de présence au corps pour apprendre à l'écouter, à le lire, à l'entendre, parce qu'il nous fait des messages extrêmement précieux. Et j'utilise souvent l'image que je tiens de mon ami Hubert Reeves, malheureusement décédé quelque temps, astrophysicien, donc observateur du Big Bang et de la création de l'univers, qui nous disait que l'univers est en expansion depuis le Big Bang. C'est un grand pouf, depuis ce qu'on appelle le Big Bang en tout cas. Et donc tout bouge et tout s'expand. Et si vous regardez à cette belle saison de printemps, tout bouge et tout s'expand. Il n'y a pas un bourgeon qui reste coincé, il s'ouvre, la sève circule, les arbres grandissent, les ruisseaux gonflent avec les pluies. Pour le moment, on n'est pas encore dans des sécheresses, en tout cas dans ma région. Tout est en expansion, en ouverture. C'est la saison des amours pour la plupart des animaux. Expansion, ouverture. Et j'aime rappeler que si nous sommes souvent, nous autres humains, malheureux par rapport aux animaux qui ne le sont pas, qui sont dans ce qu'ils ont à vivre, si nous sommes souvent malheureux, il me semble que c'est parce que nous sommes ceux qui avons inventé la seule chose qui n'existait pas dans l'univers. Nous avons inventé l'idée fixe. L'idée fixe, la pensée fixe, le jugement arrêté sur soi, sur les autres, sur la vie, la pensée coincée, la croyance bétonnée. C'est ça qui nous rend malheureux. C'est cette fixité qui est complètement à l'encontre de la nature même de l'univers qui, lui, est en expansion. Et donc, voilà une clé. Remettons-nous en expansion et démantelons nos fixités. Merci beaucoup, Gaël. Merci Thomas. Voilà donc pour cette un peu introduction par rapport à ce thème du sens. Et puis maintenant, on va aller dans chacun des contextes, des quatre grands contextes qu'on a identifiés dans vos questions. Et on commence avec le sens dans notre vie personnelle. Les deux premières questions viennent de Roxane et Héloïse. Bonsoir, je suis une femme de 30 ans et je réalise que je ne me connais pas vraiment. Passion, intérêt, etc. Quels outils peuvent m'aider à me développer? Merci pour ces apprentissages. Et Héloïse, j'ai 25 ans et je ne sais plus à quand remonte la dernière fois où je me suis amusée. J'ai passé ces 17 dernières années à guérir des traumatismes qui ont volé l'innocence de mon enfance. Que dois-je faire ou que dois-je questionner pour retrouver le goût de m'amuser, cet élan de vie? J'ai envie de rire de nouveau, non plus par résilience face à la difficulté, mais de joie par élan de vie. Merci beaucoup à toutes les deux. J'ai envie de vous répondre ensemble. Retrouver une appartenance soutenante, retrouver des occasions d'être en groupe et de partager ce que vous partagez là et de partager des activités en groupe. Il n'y a rien de plus soutenant que d'être avec et que d'apprendre ensemble. Et qu'il s'agisse d'un atelier de dessin, de peinture, d'une chorale, d'aller suivre un cours de chant, ou de faire de la marche ou de la randonnée, ou de jouer aux cartes, ou d'aller dans ces salons de jeux qui semblent fleurir ces dernières années, où on se retrouve sans GSM à passer plusieurs heures ensemble, à faire toutes sortes de jeux de société. Il y a énormément d'occasions de sentir que nous sommes des animaux de compagnie, nous sommes des êtres de convivialité, de communauté, nous aimons l'être ensemble. Et c'est précieux de retrouver ça, et en le disant, je sais combien l'être ensemble a pu être douloureux et être la cause de traumatismes. Bien des êtres humains ont souffert de la proximité de personnes qui étaient dans des attitudes qui ont pu être abusives, et ça a pu générer des traumatismes. Donc il y a une certaine peur qui se comprend par rapport à retourner vers la société, vers la compagnie, vers l'échange. Et en même temps, c'est là qu'est la guérison, c'est de réaliser que les êtres humains sont en principe, la plupart du temps, habités des meilleures intentions. Ils sont d'une profonde générosité, d'une grande bonté et la plupart du temps d'une fantaisie merveilleuse.
vous le savez, vous m'aurez peut-être déjà entendu le dire, mais dans les stages que j'anime ici, dans le lieu où je fais les stages durent 5 jours. Le dernier soir, on fait une soirée cabaret, improvisation, talent show, enfin vous l'appelez comme vous voulez, chacun apporte ce qu'il veut. Et il y a des personnes qui ont certains talents, une guitare, ou il y a un piano dans la pièce, d'autres qui connaissent des poèmes, ou qui savent faire un peu d'impro. Et puis il y a des personnes qui disent, moi j'ai aucun talent, et je les encourage. Je dis, mais vous savez, on a passé 5 jours ensemble. C'est un filet d'amitié, de sécurité qu'on a tissé entre nous. On se connaît, on s'apprécie, on a été dans la profondeur. Eh bien, je vous propose d'oser, oser n'importe quoi. Venez raconter une chanson, lisez sur Internet, retrouvez un poème sur Internet, partagez, montez un petit spectacle. Enfin, et le nombre de fois où des personnes qui ne se reconnaissaient aucun talent s'en trouvent, parce que simplement il y a là un espace de sécurité, de non-jugement et d'accueil qui fait que je fais éclore quelque chose en moi, je casse cette coquille d'ego qui peut-être m'a protégé, mais à un moment m'étouffe, et tout d'un coup je sens une vibration, une jubilation, et j'ai vu beaucoup de personnes se dire, mais après ça, moi je vais continuer le chant, je vais me remettre à la guitare, ou je vais aller suivre des cours d'impro au théâtre. Et voilà, nous avons besoin d'apprendre à éclore à nous-mêmes, et c'est la rencontre avec les autres qui peut nous faciliter ça, parce que c'est contagieux, vous voyez, c'est incroyablement contagieux, c'est soutenant. Et je pense que c'est un des enjeux de notre société que de refaire et de retisser du nous partout. Voilà, j'espère que ceci peut vous éclairer. Vous me direz, mais quelle chose faire? Je serais quand même surpris qu'il n'y ait rien qui vous intéresse, hein. Et donc faites un peu voyez l'éventail des choses qu'on peut faire, la peinture, la musique, le chant, la randonnée, la balade, la danse classique, la danse contemporaine, la danse africaine, enfin bon, peu importe. Mettez sur papier tout et voyez qu'est-ce qui vous fait tressaillir, soit parce que vous en avez envie, et que vous dire, mais oui, mais ça, j'ai jamais fait, ça me fait un peu peur, mais j'aimerais bien. Alors allez-y. Soit parce que justement, ça vous fait peur. Ah non, 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 ça c'est pas pour moi. Ah, allons voir ce qu'il y a là derrière. Et j'ai animé ici beaucoup de stages de chant, cheval, conscience, avec des amis maîtres de chœur et amis hypothérapeutes, et puis moi-même qui travaille un peu les prises de conscience là-dessus. Mais vous savez combien c'était intéressant de voir des gens qui, je ne sais pas chanter, j'ai peur de chanter, j'espère que je ne devrais pas chanter en public. Moi, les chevaux, ça me fait une peur terrible. Alors l'idée, c'est pas de l'équitation, hein, c'est de la présence aux chevaux. Et après quelques jours de fréquentation et de stimulation du groupe et d'apprivoisement, chacun à son rythme, personne n'est bousculé, et les éclosions se font. Et à la fin, qu'est-ce qui se passe? Tout le monde part accru sur le cheval, c'est-à-dire sans selle, simplement avec un bridon, une petite corde, et chante en selle à travers la forêt. Tout le monde a ce pouvoir, oui. Et j'ai vu des gens les larmes aux yeux quand on leur dit maintenant, on vous lâche, vous marchez seul, les chevaux sont tranquilles, ils vont rentrer au pas, et je vous invite à chanter le chant qu'on a appris ensemble. Mais qu'est-ce que c'est beau! Qu'est-ce que c'est beau de voir cette résurrection! C'est ce pouvoir de... Vous savez, j'ai grandi dans la tradition catholique, la résurrection, c'est pas un truc qui va venir, c'est un truc qui est là, qui est en nous. Nous sommes invités à susciter et à ressusciter la vie à l'intime de chacun d'entre nous et autour de nous. Merci beaucoup pour vos questions. Merci beaucoup, Thomas. Voici une question de Kate. Bonsoir Thomas, Gabin. Comment peut-on choisir la bonne voie quand on est partagé entre plusieurs désirs? Comment déterminer quelle direction sera la plus significative pour nous sans se retourner vers le passé et éprouver des regrets? Lâchez l'idée qu'il y a une mauvaise voie et que vous allez regretter. Tout va vous apprendre quelque chose sur vous. Ce que vous évoquez, là, Kate, est extrêmement régulier. Nous sommes éduqués dans la peur de l'échec et l'espèce d'exigence de réussir. Et donc, ça nous fait faire des choix tendus, j'ai trop peur de rater, il ne faut pas que je me loupe, etc. Mais lâchons ça. Ça, c'est l'ancien paradigme, la culture de la compétition et d'être le meilleur. C'est absurde. Apprenons à savourer le meilleur de nous-mêmes, qui viendra justement parce que, tiens, dans cette voie que j'ai choisie, j'ai pas vraiment trouvé ce que j'aimais. Qu'est-ce que ça dit de moi? Ah, ça m'apprend ça sur moi. Ok, merveilleuse leçon. Merci, cette option à laquelle je renonce maintenant parce que tu m'as appris quelque chose. Et je vais vers une autre option. Il n'y a absolument pas d'échec, il n'y a que de merveilleuses, vous le savez, occasions d'apprendre.
Alors défaisons-nous de ce terrorisme qui nous fait croire qu'il y a la bonne solution et qu'à côté je me plante. Mais non, ça c'est vraiment à mes yeux l'ancien paradigme compétitif, soucieux de performance et d'efficacité. Ça nous bousille le monde. Nous avons besoin de beaucoup plus de douceur et euh, d'accepter que l'on apprend surtout par essai et erreur. De nouveau, dans l'idée qu'il n'y a pas d'erreur, c'est que juste c'était pas par là que ça allait aller, c'est tout. Mais il n'y a pas de blâme à avoir. Et mon Dieu, qu'il est précieux de lâcher toute culpabilité par rapport à ça. Nous sommes sur Terre pour être dans une joyeuse expansion. Et donc, voilà, ça. Lorsqu'il y a plusieurs désirs, c'est que sans doute il y a un dénominateur commun et que petit à petit, en les essayant les uns les autres, en allant voir à gauche et à droite, vous allez sentir, mais qu'est-ce qui rassemble ces désirs finalement? Pour ne pas être éparpillé, mais sentir qu'effectivement, vous arrivez petit à petit avec des désirs qui paraissaient différents, mais en comprenant mieux ce qui est à l'intime d'eux. Hein. Vous connaissez l'expression des besoins derrière les besoins, derrière les besoins. Quel est le cœur derrière ce désir? Ce qui est le cœur du besoin? Petit à petit, je rassemble et j'en fais un bouquet. Merci beaucoup, Kate. Merci. La question suivante nous vient de Sophie. Comment se motiver au quotidien pour toutes les choses de la vie qui ne sont pas toujours agréables à faire, mais nécessaires? Prenez, Sophie, une grande respiration. Take a deep breath, disait Marshall Rosenberg, avec qui je me suis formé, avant de faire les choses, pour vous réaligner. Ne la faites pas en disant ça m'emmerde, mais il faut que je le fasse. Et là, vous êtes complètement dispersé. Rassemblez-vous. Pourquoi je fais ça? À quoi ça sert? Quel besoin cela nourrit? Est-ce vraiment indispensable? Est-ce que ça permet quelque chose d'autre? Et recentrez-vous, recueillez vos morceaux, ne le faites pas complètement disperser dans une énergie qui va dans tous les sens. Retrouvez l'élan de vie. Et on peut faire une vaisselle complètement dispersée. Il faut que je fasse la vaisselle. Si je ne la fais pas, personne ne la fait dans cette maison et vous vous énervez à faire la vaisselle et vous allez casser une assiette sur deux. Alors je ne dis pas que faire la vaisselle soit l'acte le plus exaltant de la journée, et cependant, dans toutes les maisons, ça se fait. Et donc, recentrez-vous, vous réalisez que vous faites la vaisselle parce que vous aimez l'ordre, vous aimez la propreté, vous aimez l'hygiène et vous aimez l'accueil, que la cuisine soit plaisante pour les personnes qui y passent. Et c'est pour ça que vous faites la vaisselle. C'est parce que l'accueil, l'harmonie, l'hygiène, la salubrité de l'air, ça ne tombe pas du ciel. Ça demande notre collaboration personnelle ou effectivement de répartir les tâches, le cas échéant, pour que ce ne soit pas toujours vous qui la fassiez. Ça, on est d'accord. Mais donc, et de nouveau, quand vous faites votre feuille d'impôt et ce genre de paperasserie ou payer des factures, réalisez de nouveau pourquoi je fais ça, et quel est le sens. Parce que si vous ne prenez pas ce moment-là, vous allez vous énerver, perdre de l'énergie. Rappelez-vous que vous êtes dans une vie communautaire et que s'il y a des routes, des hôpitaux et de l'éclairage public et de la santé et de la sécurité, c'est qu'il y a une organisation publique à laquelle vous avez la chance de pouvoir contribuer en payant vos impôts. C'est en soi peut-être pas agréable de sentir que l'argent s'en va par là. Et en même temps, si on est habité d'une conscience plus large, ça peut vraiment nous aider à dire je suis quand même heureux de vivre en communauté et d'ajouter ma part aux soins, à la santé, à l'éducation, etc. Et ainsi de suite. Ne faites pas les choses inconsciemment. C'est ce travail de conscience. La chose reste la chose. Hein. La vaisselle reste la vaisselle, la feuille d'impôt reste la feuille d'impôt, la facture reste la feuille d'impôt. Mais vous êtes monté sur la chaise pour reprendre la... Merci d'avoir appelé le nom de Robin Williams dans le chat. J'avais oublié son nom tout à l'heure. Et donc, vous voyez, regardez la chose autrement. Et ça ne la change pas à 100%, mais ça lui donne quand même une autre couleur, une autre saveur. Merci Thomas. Voici une question de Marie-Pierre. J'ai souvent l'impression de passer à côté de ma vie, de n'être pas assez dans le présent, ancré, d'être trop souvent dans mes pensées. Comment arriver à être moins en mode automatique et à vivre plus pleinement le réel? Merci Marie-Pierre. Merci Marie-Pierre également. Je propose une hygiène de paix, une hygiène de présence. Commencez votre journée par de la présence. Comme je l'évoquais un peu plus tôt dans un précédent échange, commencez votre journée en vous assoyant sur le lit et en vous émerveillant d'être debout, d'être en santé, de vous être réveillée, d'être vivante. Commencez par accorder de l'attention à honorer le vivant qui est en vous. Et puis approchez-vous de la fenêtre et honorez ce que vous voyez.
qu'il s'agisse d'un arbre, d'un parc si vous êtes, ou de la nature si vous êtes à la campagne, ou qu'il s'agisse de la rue voisine, de l'immeuble voisin. Honorez le fait qu'il y a des humains, qu'il y a une ville, qu'il y a des services, qu'il y a de la vie autour de vous, que vous n'êtes pas toute seule. Honorez, commencez par honorer pour que votre pensée soit imprégnée du fait d'être présente à ce qui est dans l'instant, en sorte que, en musclant, ça ne fût-ce que 5 minutes, 4 minutes, allez même 3, si vous me dites j'en ai pas 4, ben 3, vous exercez votre pensée à être complètement attentive à ce qui est là. Et vous vous laissez habiter par la gratitude, le fait d'honorer les choses, de les célébrer, plutôt que de vous en plaindre. Rappelez-vous qu'un de nos pièges, c'est la culture du malheur, le goût du drame, l'attachement à la souffrance, le verre à moitié vide plutôt qu'à moitié plein. Ça, c'est l'ancien paradigme, s'il vous plaît, sortons de ça. C'est là-dessus notamment que j'écris mon prochain livre. Nous sommes à une bascule de civilisation. Nous avons absolument lâché ce qui a bousillé l'ancienne civilisation pour en créer une nouvelle. Pardonnez-moi d'être un peu cru, mais j'y crois profondément. C'est une discipline de paix. J'instaure une hygiène de conscience nouvelle. Je regarde ce qui va plutôt que ce qui ne va pas. Je m'arrête pour contempler. Je ne veux plus que ma pensée s'affole et gambade dans tous les sens. Je la laisse gambader par moments, bien sûr, c'est très agréable aussi, mais par moments, je sais aussi me focaliser et la concentrer. Hygiène de conscience, vous voyez, petit à petit, tout ça avec douceur et bienveillance. Et si les 3 minutes que je vous propose sont encore trop, allez, 1. Mais dans 15 jours, 2, et puis dans 3 semaines, 5, vous voyez, petit à petit comme ça, avec beaucoup, beaucoup d'humanité. Merci beaucoup. Merci. Voici une question d'Aurélie. Que faire lorsque nous avons identifié ce qui fait sens pour nous dans la vie et en avons une représentation assez claire, mais ne parvenons pas à mettre en œuvre cette vision pour diverses raisons, par exemple des doutes, des peurs tenaces, de l'épuisement, etc. Merci beaucoup Aurélie. Je vois 2 aspects. La première, c'est qu'il est possible que ce que vous avez clarifié comme sens n'est peut-être pas encore suffisamment dense et intense pour vraiment vous capter toute votre attention et que toutes vos cellules soient mobilisées par là et n'aient donc plus d'attention pour les doutes ou la peur. C'est un des aspects. Et je le rencontre beaucoup dans mon travail. Des personnes sentent une ouverture, ça pourrait aller par là, ça irait-il bien peut-être par ici. Ils sentent que ça pourrait être, mais il n'y a pas encore suffisamment de rassemblement des différentes valeurs qui seraient nourries si nous allions par là. Et donc, ça demande peut-être d'affiner encore plus clairement, de continuer à explorer, à s'interroger sur la profondeur du sens, à faire des expériences nouvelles, comme je l'évoquais, à aller se confronter à des circonstances inattendues, à se mettre dans des états d'inconfort pour voir comment on réagit, etc. L'inconfort, je dis par exemple, aller monter à cheval alors qu'on a peur des chevaux, ou chanter devant un public alors qu'on a peur de chanter, ce genre de choses-là. Je ne vous demande pas d'aller sauter en élastique dans le Vercors. C'est pas de ça dont il s'agit. Mais peut-être, pourquoi pas, aller effectivement randonner, dormir à la Belle Étoile si vous n'avez jamais fait ça. Ouais, des choses qui vous permettent d'affiner le sens de votre vie. Ça, c'est un aspect. L'autre aspect, c'est de porter davantage d'attention à ce que vous évoquez. Qu'est-ce qui freine? Les doutes, les peurs, l'épuisement. Si vous êtes épuisé, difficile d'avoir de l'énergie pour le changement, c'est clair. Et donc, il est peut-être temps, si vous sentez de l'épuisement, de vous accorder du repos, du ressourcement, de la décantation pour pouvoir petit à petit sentir que vous descendez dans ce fameux courant de fond. Ça, c'est clair. Les doutes et les peurs, de prendre du temps d'échange, de dialogue avec elles. C'est un travail que, particulièrement, l'approche de la communication non violente permet de faire. Les doutes et les peurs cachent des désirs profonds. Et si on peut apprendre on peut apprendre, si nous travaillons à les décoder, eh bien nous aurons de moins en moins peur d'avoir peur. Je ne pense pas qu'on fasse une vie d'être humain tout entière sans côtoyer de la peur, mais l'idée c'est que la peur ne prenne plus la place, toute la place. Il y a de la peur et il y a de la confiance. Et donc j'avance avec les deux. Et donc si jamais c'est quelque chose qui continue à vous habiter, doute et peur tenace, eh bien vous avez là une clé, il y a quelque chose qui vous retient et qui a besoin d'être démantelé petit à petit, apprivoisé. Et si vous avez l'occasion de travailler vos peurs, je vous recommanderais d'aller sur quelques sessions de communication non violente sur ce thème-là. Ça peut vraiment se révéler très pertinent. Voilà, Aurélie, avec mes joyeux encouragements. Merci Thomas.
Voilà donc pour les questions sur le thème du sens dans notre vie personnelle. On va maintenant aborder des questions sur le sens dans notre vie relationnelle, couple, famille, amis, etc. Alors, les premières questions nous viennent d'Ophélie et d'Ingrid. Nous attendons souvent de nous sentir bien grâce à une relation ou à quelqu'un d'autre. Peut-on réellement être heureux avec soi-même sans avoir ce besoin de l'autre? Et Ingrid, comment réussir à prioriser nos désirs et ainsi trouver du sens à notre vie quand on est toujours en train de s'occuper des autres avant? Comment arriver à penser à soi d'abord, enfin? Merci beaucoup, Ophélie et Ingrid. Merci, Ophélie. D'abord, peut-on réellement être heureux avec soi-même sans avoir ce besoin de l'autre? Eh bien, je crois que c'est la clé, effectivement, qui permet d'avoir une relation équilibrée avec l'autre et non pas une alliance bancale. Le fait d'arriver à être bien avec soi-même, à être en paix avec soi-même, à être en une alliance intime avec le premier être humain dont nous avons la charge, qui est nous-mêmes, et à sentir qu'à l'intime de nous, il y a un nous fécond et joyeux qui accueille ses ombres et ses tristesses et ses désarrois et se laisse inspirer par sa confiance, son ouverture et son inspiration. C'est cet état d'alliance intime avec nous-mêmes qui nous permet de faire une alliance intime avec l'autre, et notamment bien sûr dans la vie de couple. Inversement, ce que j'observe, comme vous le savez, j'ai beaucoup travaillé la relation de couple puisque j'avais moi-même très très peur de l'engagement et je suis resté célibataire beaucoup plus longtemps que la plupart de mes proches. Je me suis engagé qu'à 40 ans dans un couple durable. Eh bien, ce que j'observe, c'est que nous sommes très pollués pour ce qui est de la relation. Pollués, le mot est fort, mais par cette idée que je vais trouver ma moitié. Vous connaissez la formule de Sacha Guitry, c'est Sacha Guitry ou Oscar Wilde? J'ai du mal à retrouver la paternité, c'est un des deux. Mon conjoint, ou nous, je crois que c'est Oscar Wilde, mon conjoint et moi, nous ne faisons qu'un. Oui, mais lequel? C'est ça qui arrive, voyez. Vous connaissez sans doute cette boutade. Et l'idée, effectivement, c'est que si deux moitiés se mettent ensemble, c'est qu'elles se servent mutuellement de béquilles. Ni l'un ni l'autre n'arrive à marcher seul, alors on s'appuie l'un sur l'autre. Mais vous savez ce qui arrive? C'est que la béquille, tôt ou tard, elle se casse, dans tous les sens du terme. C'est pas durable de s'appuyer sur l'autre pour se sentir exister. Et j'ai trouvé il y a quelques années cette formule dans les séminaires sur le couple et les conférences sur le couple. L'autre n'est pas la moitié qui vient me consoler de n'être qu'à moitié moi-même. Nous avons absolument besoin de trouver de plus en plus notre entité, notre totalité, notre globalité, à sentir que je suis stable. Et lorsque je me lie à quelqu'un, c'est pour partager de la stabilité. Lorsque je me lie à quelqu'un, c'est pas pour combler mon manque, c'est pour partager de la plénitude. Vous voyez, c'est à tout autre niveau de conscience. Beaucoup de souffrances viennent de ce qu'on a cru que l'autre allait combler nos manques. Et ça ne marche pas. Ça n'est pas comme ça que ça va fonctionner. Et inversement, la joie peut être très grande quand on sent qu'on est entre deux êtres qui ont trouvé leur autonomie, leur stabilité, leur ancrage et qui se respectent profondément, qui ne sont pas en train de se bouffer mutuellement leur énergie. Merci Ophélie. Évidemment, certaines relations, pour reprendre la première partie de votre phrase, nous attendons souvent de nous sentir bien grâce à une relation ou à quelqu'un d'autre. Ceci peut nous amener à nous questionner sur ce que nous cherchons. Tiens, dans cette relation, je ressens particulièrement d'attrait, de douceur ou de confort. Qu'est-ce que ça dit de moi? Qu'est-ce que j'attends encore à l'extérieur que je pourrais me donner à l'intérieur? Oui. J'ai longtemps moi-même été très séduit par les personnes artistes. Et avec des brûlures d'amour, l'amour passion, parce que j'étais parti dans un amour passionné. Et il m'a fallu pas mal de blessures pour réaliser, mais pourquoi est-ce que je prête à cet artiste je porte à cet artiste autant de fascination, si ce n'est que je ne parviens pas encore à reconnaître que je suis aussi un artiste. Et donc l'autre était l'artiste que j'aurais bien voulu être. Alors je le désirais, mais je la désirais, mais c'est pas comme ça que je vais trouver mon équilibre. À partir du moment où j'ai réalisé que j'étais aussi un artiste et que j'avais une fibre artistique et que je pouvais la développer, eh bien j'ai senti une stabilité beaucoup plus grande et je ne suis plus entré dans une relation brûlante, déchirante de passion amoureuse. Je ne décris pas le fait que ce soit pas grisant de vivre la passion amoureuse, mais la plupart du temps ça ne dure pas et ça fait mal, ça brûle.
Alors, Ingrid, comment réussir à prioriser nos désirs et ainsi trouver du sens à notre vie quand on est toujours en train de s'occuper des autres avant? En vous interrogeant, qu'est-ce qui fait que je m'occupe toujours des autres avant? D'où vient cet encodage, cette programmation? Est-ce que c'est pas devenu une sorte de mécanisme compensatoire? Est-ce que je fais ça dans la joie de donner? Ou est-ce que je fais ça dans la peur de perdre l'appréciation, l'intégration, la valorisation, mon image de marque? Quelle est l'énergie dans laquelle je donne aux autres? Et j'ai pu observer, je ne sais pas quel est votre cas, Ingrid, bien sûr, que beaucoup de personnes qui s'engouffrent, j'emploie ce mot à dessein, parce que c'est parfois au-delà des limites de l'énergie personnelle, dans le soin des autres, sont des personnes qui ont beaucoup manqué de soins. Et ils disent, on compense en prenant soin des autres. Mais là-dedans, elles ont oublié un humain, qui est eux, et qui est elle. Et c'est précieux pour moi de garder à l'esprit, si je souhaite compenser la négligence du monde en prenant soin des autres, mais tout en me négligeant, j'entretiens la négligence. J'entretiens la négligence d'un humain qui est moi. Et donc, on ne peut pas compenser la négligence. On peut soigner ses blessures, honorer la personne que l'on est. On peut apporter de la douceur à cet humain qui en a tellement manqué, de la reconnaissance et de la gratitude. Ça, c'est un travail de jardinage intérieur permettant, quand cet humain trouve son équilibre et sa douceur, de donner avec toute la joie qui est en nous et non pas par peur de manquer ou quête de réparation ou compensation d'un mal-être. Oui. Ce sont des chiffres subtils, parce que la personne qui s'investit généreusement dans l'action vers les autres, que ce soit dans les systèmes éducatifs, les professeurs, les enseignants, le soin, tous les soignants bien évidemment, les assistants sociaux, enfin tous les métiers de soins sont souvent choisis par des personnes qui ont souffert et qui veulent éviter que les autres souffrent. Eh bien, c'est pas évident de discerner, est-ce que j'agis vraiment dans la joie de donner généreusement en respectant mon énergie et mes limites, ou est-ce que sans m'en rendre compte, parce que le geste de donner reste le même, j'ai dépassé mes limites parce que je suis en train de me suradapter à des anciens schémas ou de compenser des blessures qui n'ont pas été soignées. Voilà l'invitation pour prioriser nos désirs. Et donc, comment est-ce qu'on sort de ça? Petit moment de présence à vous-même régulièrement, pour vous écouter, vous respecter, vous apporter de l'empathie. Qu'est-ce qui fait joie? Qu'est-ce qui fait peine? Reconnaître ce que vous avez à vivre et sentir que petit à petit, vous vous ancrez en vous-même. C'est un jardinage intérieur. Merci beaucoup Ingrid et Ophélie. Merci Thomas. Les questions suivantes viennent d'Alice et Amélie. Comment partager avec son conjoint notre vision du sens de la vie que l'on souhaite avoir, sans le brusquer, et concilier nos deux visions pour que la vie que l'on mène nous donne envie à deux? Merci beaucoup. Et Amélie, j'aimerais une vie avec plus de bienveillance dans l'éducation de nos enfants, mais mon conjoint ne semble pas ouvert à une remise en question. Comment faire pour instaurer ce cadre de paix, d'amour et de respect mutuel? Merci beaucoup à toutes les deux. Je vois qu'il y a beaucoup de questions de femmes. Où sont les hommes? Où sont les hommes? Allez-y, posez vos questions, que diable. En tout cas, merci, mesdames, de partager vos préoccupations. Alors, Alice, comment partager? Vous pouvez toujours partager, vous pouvez toujours dire ce qui fait sens pour vous, vous pouvez témoigner de ce qui vous habite, de ce qui vous nourrit, de ce qui fait vraiment un sens profond, vous donne un tressaillement de vivre au bon endroit. Concilier les deux visions, c'est pas forcément possible. Peut-être concilier le fait de ne pas avoir les mêmes visions, c'est un autre ordre, vous voyez. S'accommoder du fait que je souhaite être accueilli dans ma vision et je t'accueille aussi dans la tienne, et elles sont pas forcément les mêmes, et je ne cherche pas à te forcer évidemment à me rejoindre dans ma vision à moi. Non, je cohabite, même si ça représente peut-être un effort dans la mesure évidemment du possible. Et j'observe beaucoup d'assouplissement dès que nous cessons de vouloir que l'autre soit le même que nous. Dès que j'accepte que l'autre est différent, que je l'honore et que ça ne me fait pas démissionner de ma différence, je vis ma différence, j'ose la vivre, je la montre,
parle, je témoigne du bien-être que j'ai à avoir cette vision, cette façon de voir la vie, et j'écoute l'autre me partager la sienne et m'indiquer pourquoi il vit les choses comme ça, etc. Et nous nous respectons là-dedans. Assez souvent, ça crée une sorte de polarisation, un intérêt l'un pour l'autre, une capacité de part et d'autre à se remettre en question, peut-être à quitter pour l'un un certain idéalisme, un certain angélisme, je prends de grosses caricatures bien sûr, et peut-être pour l'autre à dépasser une certaine fixité, une certaine psychorigidité faite de peur et de systèmes éducatifs très imprégnés, très contraignants. Oui, je donne des ordres de grandeur, hein, mais qui font que petit à petit, on peut peut-être trouver qu'il y a une troisième voie et qu'on va, dans le temps qui viendra et dans les temps qui viendront de nouveau, avec le facteur temps comme un ingrédient, pouvoir se rassembler et concilier notre façon de vivre avec des visions différentes et non pas vouloir absolument concilier nos visions. Et alors, merci beaucoup Alice en tout cas pour votre question. Amélie, ben c'est un peu du même ordre de devoir partager ce à quoi vous croyez profondément, peut-être témoigner de certains exemples que vous avez vus, citer peut-être des petites histoires d'éducation qui vous ont été racontées, qui sont parlantes pour vous, et de nouveau de pouvoir être à l'écoute de ce que votre conjoint, qui est moins ouvert que vous à cette remise en question, souhaite, et de tenter de comprendre pourquoi. Et peut-être que derrière, la plupart du temps, derrière la peur de la remise en question, il y a une peur de te laisser toiler, que si tout à coup on remettait en question de vieux principes, une certaine vieille rigidité assez conventionnelle dans les anciens systèmes éducatifs, ce serait tout d'un coup aller à volo et laisser l'anarchie et que l'enfant devienne un enfant roi, un enfant tyran. Alors évidemment, je me doute que c'est pas ça à quoi vous pensez, hein, mais peut-être reconnaître par empathie. Est-ce que tu aurais besoin d'être rassuré que si on assouplit un peu notre façon avec les enfants, ça ne veut pas dire qu'ils vont faire n'importe quoi et nous manquer de respect et perdre tout repère? Est-ce que tu aimerais être rassuré qu'on peut donner des repères autrement? Oui. Entrer dans ce dialogue pour comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière la posture. La non-remise en question, c'est une posture, ce n'est pas un besoin fondamental de l'être humain. Le besoin fondamental de l'être humain, on l'a vu précédemment dans notre échange, c'est d'être en expansion et donc en mouvement, en ouverture, et de quitter la fixité. S'il y a fixité, c'est qu'il y a peur. S'il y a peur, c'est qu'il y a besoin d'empathie. Et là, vous avez un merveilleux travail à faire à la maison. Pratiquer l'empathie sans démissionner pour autant de vous-même. Voilà. Une piste, hein, et de nouveau, c'est de l'ordre du jardinage, hein, mais je me doute que ça demande patience pour toutes les deux, patience et ouverture de cœur profonde. Merci. Merci Thomas. Deux autres questions de la part de Claudine et Nadège. Comment faire lorsque les obligations familiales, enfants mineurs à charge, nous contraignent à un mode de vie que nous supportons à peine? Comment garder du plaisir dans la vie lorsqu'on est écrasé par ses responsabilités, mère monoparentale par exemple? Merci beaucoup à toutes les deux. De nouveau, un enjeu très très récurrent. Comment effectivement faire pour que les obligations familiales ne nous bousillent pas la vie. Une clé précieuse pour toutes les deux, hein, c'est l'auto-empathie. La capacité à vous relier à ce que vous aimeriez tant faire et que vous savez que vous n'aurez pas l'occasion de faire parce qu'il y a une autre priorité. C'est un lien avec le premier humain que nous sommes, dont nous avons la charge, qui est très négligé dans nos cultures. Nous avons rarement appris à avoir de l'empathie pour nous. On y va en force, et c'est comme ça, et j'ai pas le choix, et on empile les obligations, et on se résout à la difficulté d'être mère monoparentale en se disant j'ai pas d'autre possibilité. Et il n'y a pas d'empathie pour cet humain-là qui en a juste ras-le-bol et qui rêverait d'avoir un peu de soutien, qui rêverait d'avoir un peu de réciprocité, un peu d'échange, de pouvoir se donner une journée complètement libre où il n'y a aucun souci, pas de course à faire, pas de repas à faire, pas de bain à surveiller, pas de devoirs à corriger, etc. Pouvoir reconnaître ça, eh bien, c'est extrêmement précieux. Surtout si vous n'avez pas l'occasion de trouver la personne qui va vous permettre de faire ça. Nos besoins ont plus besoin d'être reconnus, identifiés, nommés, honorés que satisfaits.
Je sais que ça peut paraître complètement intuitif et que dans nos systèmes éducatifs habituels, on dit il vaut mieux pas en parler, il vaut mieux pas que j'y pense, il vaut mieux pas que je porte mon attention là-dessus, sinon je m'écroule. Ah, et alors on enfle une espèce de cocotte minute de frustration, d'agacement et d'amertume dont tôt ou tard les malheureux vont faire les frais. Et évidemment, tout d'un coup, cette tension, elle va bien sortir par quelque part et je veux maltraiter ces enfants même que j'ai mis au monde pour les bien traiter. Et je vais être mal aimante pour ces enfants que j'ai choisi de mettre au monde pour les aimer, les chérir et leur donner du sens à la vie. Et c'est bien humain, hein, donc il n'y a pas de critique là dans mon propos du tout, il y a juste une compréhension d'une mécanique. Si nous ne donnons pas des moments d'auto-empathie, de présence à soi-même pour réaliser que la coupe est pleine, que la cocotte est au bord de l'explosion et que j'ai absolument besoin de reconnaître ce qui se passe en moi, là, dans l'instant, le risque, c'est qu'effectivement, la baffe parte à la figure de l'autre ou la phrase assassine. Vous savez qu'il ne s'agit pas forcément d'être violent dans son geste, mais que certaines œillades ou moqueries ou soupirs de parents ont pu blesser des humains qui mettront des années à s'en remettre. J'en vois tous les jours dans mon travail. Des parents, des hommes, des adultes d'aujourd'hui qui n'ont vraiment pas digéré une œillade assassine d'un adulte, que ce soit un parent ou un éducateur, un enseignant, ou une moquerie ou un l'air de dire épuisé, fous-moi la paix, t'es nul. Enfin, vous voyez, nous avons besoin, vraiment besoin, d'hygiène de conscience, particulièrement dans les situations que vous évoquez. En acceptant la perspective tant de la présence des enfants mineurs que de la difficulté d'être mère monoparentale, les enfants mineurs, c'est pour un moment. Ils sont effectivement complètement sous votre charge, effectivement. Et en même temps, la vie va tellement vite, ça ne va pas être éternel. Moi-même, je suis surpris de voir comme mes filles sont des jeunes adultes maintenant et combien tout ce temps d'enfance merveilleux est passé vite. C'est hallucinant de voir ça. Et donc, de pouvoir vous donner de l'empathie en disant j'ai aussi confiance que cette contrainte que j'accepte de me lever tôt, de préparer les repas, les activités, faire les courses, surveiller les devoirs, les bains, les douches, etc., le linge, tout ça, c'est pour le moment. Ce ne sera pas à perpète. C'est pas pour toute la vie. Et donc, autant que possible, ben, je vais chérir ça parce que à 18, 19 ans, oups, ce seront rapidement partis. Et il est possible qu'à ce moment-là, vous le regrettiez en disant c'était tellement merveilleux de les avoir à la maison et j'en ai pas profité. Vous voyez, de nouveau, vous ne pouvez pas changer la circonstance, mais vous pouvez changer la façon de voir la circonstance. De nouveau, monter sur la chaise de Robin Williams. Voilà, une proposition qui est vraiment tout sauf anodine. Hein. L'auto-empathie est vraiment une clé pour traverser les circonstances extrêmement pénibles. Euh, vous en avez des témoignages dans les gens qui ont survécu au camp de concentration et qui arrivaient à se donner de l'empathie pour pouvoir dépasser l'horreur invraisemblable dans laquelle ils étaient. Merci Thomas. Merci Claudine et Nadège. Et voici les deux dernières questions pour la vie relationnelle. Jérôme, je me sens souvent en décalage avec mes amis, ma famille. Comment partager le sens de notre vie et aborder cette question avec nos proches, enfants, couples, famille, amis, etc. Et Virginie, comment faire quand le sens que l'on souhaite donner à notre vie ne semble pas partagé par les membres de notre famille? Merci à tous les deux. Merci Jérôme. Bienvenue. Avec votre question, on peut partager, on peut de nouveau pas convaincre et on ne peut pas espérer être rejoint et sentir une connivence forcément avec les autres. On peut avoir beaucoup de sujets de connivence avec nos proches, notre famille et réaliser que pour des enjeux aussi essentiels que le sens de la vie, le sens de la vie de couple, de l'amour, le sens de l'éducation à donner aux enfants, eh bien, on peut être vraiment dans de grandes divergences. Et pour moi, c'est vraiment précieux d'accepter ça et de réaliser que ce ne sont pas les seules appartenances que nous puissions nouer. Et si, en évoluant nous-mêmes sur notre chemin, j'évoque ça dans être heureux, ça n'est pas nécessairement confortable, parce que c'est une des inconforts lorsque nous voulons passer à des paliers de bonheur plus grands, lorsque nous sentons que notre environnement, nos proches, notre famille n'apportent plus la connivence, la soutenance, si le mot existe, la connexion dont nous avons besoin pour nous sentir bien et grandir, eh bien, il va se
faire qu'il y aura un passage à vide, comme une sorte de traversée du désert. Je vais moins voir ces personnes. Ça veut pas dire que je casse tout. Ben non, je vais aux réunions de famille, je me retrouve avec mes proches quand même régulièrement, c'est sûr. Mais petit à petit, je vais orienter mes choix vers d'autres personnes. Et peut-être qu'il n'y a pas encore d'autres personnes, parce que je suis en phase de traversée du désert. C'est un peu ça, traverser du désert, des moments de solitude. Ma famille me dit peut-être, t'as changé, t'es plus comme avant, c'est bizarre, tu fais de drôles de choix. On va entendre ces choses-là, parce que nous quittons le système, en tout cas nous donne une impression, nous quittons le système de pensée, pas forcément le système affectif de la famille, mais nous quittons le système de pensée. Or, vous le savez, tout système a pour principe de base l'homéostasie, rester ce qu'il est. Et donc, quand quelqu'un semble quitter le groupe, on lui dit hey, mais reste dans le groupe, reviens avec nous, tu te trompes, tu t'éloignes. Et ça, c'est le système qui essaie de mettre en place un mécanisme de protection. Ça fait partie du processus d'individuation. Vous êtes en train de devenir qui vous êtes vraiment. Et si ça passe, et j'en sais quelque chose pour l'avoir bien vécu, je peux vous l'assurer, pendant cette longue période de transition, par des moments de solitude et de désarroi, c'est-à-dire vais-je retrouver une appartenance sous Nantes, les anciens amis, j'ai plus beaucoup de connexions, j'ai pas encore de nouveaux amis, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, petit à petit, quand même, de nouvelles connexions se font, bien évidemment, parce que vous n'êtes pas la personne, on l'a nommé plus tôt, a souhaité plus de sens dans votre vie et plus de goût. Et donc, vous allez rencontrer d'autres personnes. Et je vois déjà dans le chat, d'ailleurs, qu'il y a des liens. Tiens, content de te retrouver. Ah, tu es là, etc. Eh bien, c'est ça l'idée, notamment, de notre réseau avec Gabin, c'est de permettre aux personnes de réaliser. D'autres personnes font des démarches comme ça et peuvent faire des liens et se rencontrer. Et l'autre jour, je vois que dans une conférence que je donnais, je crois que c'est à Paris, 3 personnes se suivaient. Non, c'était à Strasbourg, enfin peu importe, dans la file d'attente pour signer des livres. Elles se sont mis à papoter et elles sont devenues les meilleures copines. En arrivant chez moi, elles s'éclataient de rire. On a les points communs, on n'habite pas loin l'une de l'autre. Et tout d'un coup, une nouvelle appartenance se fait comme ça au hasard d'une file d'attente pour signer un livre. Vous voyez donc, l'idée, c'est d'accepter que nous ne partageons pas l'essence de notre vie avec tout le monde et peut-être particulièrement pas avec nos plus proches, qui ont tendance parfois à vouloir nous voir dans ce qu'ils ont toujours vu et à nous garder là où nous étions, alors que nous-mêmes, nous sommes en chemin. Et nous n'allons pas pour autant les perdre, et il est très même possible que nous on se retrouve. Vous savez, on a pu fonctionner dans le même réseau, et à un moment, moi-même, je m'éloigne, mais il est possible que l'autre s'éloigne aussi, et peut-être qu'on cesse un moment de se voir, mais ce sont des orbites, et tout d'un coup, on va se retrouver, vous voyez. C'est ça qui arrive très souvent. J'ai pu le voir dans ma vie, en tout cas, que des amis que j'avais perdu de vue, parce qu'on n'avait vraiment plus de connivence, on fait leur chemin à eux, et puis on se revoit, et on échange des bouquins ou des sujets de discussion, on se retrouve avec plaisir. Vous voyez. Voilà. Voilà, je pense avoir répondu plus, enfin, évoqué en tout cas des pistes pour Jérôme et Virginie. Merci à tous les deux. Merci beaucoup, Thomas. Voilà donc pour les questions sur comment trouver du sens dans notre vie relationnelle. Et on aborde maintenant comment trouver du sens dans notre vie professionnelle. Et puis il y a déjà plusieurs choses qu'on a évoquées, donc je pense qu'il y a peut-être des sujets sur lesquels on reviendra, mais ça permet d'y entrer avec des questions un peu différentes. La première question nous vient de Flore. Merci beaucoup pour ton partage, Flore. Dans ma tête tourne en boucle l'idée que je dois changer de vie, que je n'appartiens pas à l'univers de mon métier. J'ai fait du droit, voulu par mon père. J'en ai tellement fait que je suis devenu professeur de droit à l'université. Ma tête me dit en boucle que mon univers est ailleurs, le chant, la scène, le théâtre. En parallèle, ma tête m'envoie en boucle un message contraire. Elle me dit que je me trompe dans cette idée de changer de vie qui présente des avantages, car elle paye bien et me laisse beaucoup de temps pour m'organiser comme je le veux. Je suis donc tiraillé entre 2 messages contraires. Cette vie n'est pas pour toi et tu te trompes, tu es juste capricieuse. Si tu changes de vie, tu te lasseras vite et tu regretteras ta vie d'avant et tu voudras de nouveau changer de vie. Bref, ma boussole intérieure est complètement détraquée. Je relie ça au fait que mon père m'a toujours dit qu'il savait mieux que moi ce qui était bon pour moi et que je le remercierai plus tard. Or, j'ai 39 ans et je n'ai toujours pas ressenti le besoin de le remercier. Au contraire, j'ai l'impression que ma vie a été viciée dès son point de départ. C'est ainsi depuis des années et rien ne bouge, je me pétrifie. Ma vie me semble n'avoir aucun sens car je n'en ai pas le véritable contrôle. Que puis-je faire, Flore? Merci, Flore. Voilà le genre de questions qui demanderait sans doute beaucoup plus de temps de disponibilité, d'accompagnement que ce que nous avons ce soir. Et donc, les pistes que je peux ouvrir
risque d'être très sommaire. Toutefois, bien sûr, c'est le jeu de notre rencontre et de vous partager ce qui me vient à l'esprit, qui est peut-être de ne plus voir votre situation de façon binaire, soit le droit, soit le chant, la scène, le théâtre, et d'essayer de réconcilier les deux. Vous nommez vous-même que ce métier de professeur vous apporte une sécurité matérielle confortable, une sécurité, et donc des avantages, et que ça vous laisse beaucoup de temps. Est-ce qu'il n'y a pas l'opportunité de nourrir l'autre partie de vous, et que ce temps et cette disponibilité, cette liberté sur le plan financier vous permettent d'aller développer votre fibre artistique, la scène, le chant, le théâtre, ne serait-ce que pour tester si c'est vraiment ça qui vous fait vibrer en prenant des cours d'après-midi ou des cours du soir, ou rejoindre des groupes d'impro ou un théâtre local, enfin bon, peu importe, mais de donner de la vie à cette partie de vous dont vous dites juste ici que vous vous êtes coupé et qu'elle vous tenaille. Eh bien, donnez-lui le droit d'exister. Et voyez les choses en parallèle. Il n'est pas nécessaire de tout balancer et de balancer votre vie de juriste, puisqu'elle a quand même des avantages. Et en même temps, il y a une partie de vous qui réclame de l'attention. Ben, donnez-lui cette attention. C'est une invitation, en tout cas, que je vous fais. Et vous verrez bientôt si effectivement c'est par là que vous avez envie d'aller et que c'est vraiment une aimantation profonde et pas juste, de nouveau on y revient, un enthousiasme plaisant, mais qui peut s'accommoder du fait de rester juriste, vous voyez. Est-ce que c'est le courant de fond qui fait que vous allez petit à petit quitter votre métier de juriste, ou est-ce que c'est juste un complément très agréable qui équilibre votre vie, vous voyez. Beaucoup de tensions dans nos vies viennent de ce que nous avons une vision binaire, soit, soit, plutôt que et. Et inversement, lorsque nous faisons du et, il y a une grande pollinisation de ce qui paraissait être des polarités très contraires. Et pourquoi pas enseigner le droit de façon théâtrale? Ça rendrait les cours moins ennuyeux. Merci beaucoup, Flore, pour cette belle proposition. Et je vous encourage. Peut-être juste encore un mot sur enseigner le droit de façon théâtrale. Je me souviens très clairement de ma fascination pour un professeur qui mettait en scène son cours de droit civil. C'est pas une matière dans laquelle on peut faire des trucs très rigolos, mais sa dégaine, son enthousiasme et sa façon de remonter dans les gradins pour venir nous parler de façon plus proche, faire des gestes. Waouh, ça m'a vraiment éveillé, comme quoi il était habité par la matière qu'il donnait, et c'était très très touchant de voir ça, et ça permettait de mieux comprendre effectivement la matière, qui sinon n'est peut-être pas la plus sexy qui est. En tout cas, voilà une piste, donnez vos cours de droit de façon théâtrale. Merci Thomas. On a une question ensuite de Bako Tibi. Bonjour, je suis éducateur de jeunes enfants et aujourd'hui ma responsable, et probablement au-dessus, me demande d'être efficace, de gérer mon temps projet sur projet, sans, de mon point de vue, prendre en compte l'essentiel. Prendre le temps, prendre soin de la relation, de l'humanité. J'aime mon travail, mais je ne m'y retrouve plus dans ce monde où tout va vite. J'ai 56 ans, j'ai besoin et envie de ralentir et j'ai l'impression de ne pas être écouté. Je me sens étrangement seul dans une réalité qui me semble irréelle. Comment trouver du sens dans cette réalité? Merci Bako Tibi, merci beaucoup. Alors, une invitation à tenter de comprendre ce qui anime la supérieure, la responsable, dans ce qu'elle vous dit, gérer le temps, projet sur projet. Qu'est-ce qu'elle souhaite par là? Et elle est dans le même univers que vous, l'éducation de jeunes enfants, donc le soin, donc l'attention. Elle a fait ce choix de cette carrière-là plutôt que d'aller travailler ailleurs. Et donc la présence, la qualité du soin, d'une manière ou de l'autre, doivent l'habiter, comme vous, peut-être pas dans la même proportion. Mais donc, comment pourriez-vous, par empathie, rejoindre le fait que vous avez vraisemblablement le même besoin et qu'elle le gère sans doute autrement, qu'elle met en place, pour prendre les expressions de communication non violente, qu'elle met en place d'autres stratégies, qui est peut-être d'être plus rapide dans ce qu'elle fait et de passer plus rapidement de l'un à l'autre. Mais que dans votre essence, vous qui aimez prendre les choses avec du temps, vous faites la même chose. Comment rejoindre cette personne au-delà de ce qui semble mettre de la différence entre vous? Et je ne dis pas que ce soit facile, hein, et je ne dis pas que ce soit une clé magique,
Mais ça peut être une piste. Et si jamais le contexte de ce travail plus précipité que ce que vous souhaiteriez ne change pas et que vous avez du mal à prendre soin de la relation et de l'humanité des enfants dont vous vous occupez comme vous l'aimeriez, ben peut-être de vous orienter vers une autre structure qui permettrait ça. C'est facile à dire évidemment comme ça, et vous y avez certainement pensé. Mais je rencontre beaucoup de gens aujourd'hui qui souhaitent apporter dans ce type de travail une nouvelle façon d'être ensemble, une nouvelle façon d'assurer ce type de fonction. Parce que ce que vous évoquez là est quelque chose que je rencontre systématiquement avec les soignants, les infirmiers, les aides-soignants, les médecins. La précipitation, l'accélération des rythmes ne permet plus la qualité de présence et d'attention qui ont fait pourtant que l'on a choisi ce métier de soins. Et donc c'est vraiment un enjeu de société dans lequel vous n'êtes pas tout seul, Bako Tibi. Merci beaucoup pour la question et désolé si la réponse est sommaire, évidemment. Alors, je lis la question de Meva. Dans les métiers du soin qui nous ont toujours atterré, que l'on parle, quand les métiers du soin nous ont toujours atterré, que l'on parle de vocation et que nous atteignons les responsabilités, ce qui est mon cas, comment gérer les contraintes imposées par le système, car nos métiers n'ont plus de sens? Ouais. Ben, c'est vraiment l'enjeu que j'évoquais, qui est très très fréquent. Je n'ai pas de clé magique pour ça. C'est clair que le système est pollué par la rentabilité et que c'est pas le but. Ça devrait être l'inverse, la relation d'abord. Comment faire monter la conscience que la plupart des soignants ont que la présence, la disponibilité est la clé de la qualité du soin et que faire en sorte que la hiérarchie comprenne ça. Je n'ai pas la clé magique, franchement, mais je ne peux que vous encourager de tout cœur à ne pas vous laisser embrigader dans les rythmes et à porter le message là où c'est possible que la qualité de la présence et de l'attention est la clé du soin. Nous ne pouvons pas continuer de cautionner la brutalité ordinaire. C'est ça que je veux dire. Si l'on veut vraiment lâcher l'ancien paradigme et co-créer un nouveau monde, nous avons absolument besoin de sortir de cette hypnose collective dans la brutalité ordinaire, comme s'il y avait que comme ça qu'on pouvait réaliser les enjeux, que ce soit dans l'entreprise ou dans l'hôpital ou l'enseignement. Mais c'est une lourde machine à secouer et à ralentir, on est bien d'accord. Je vous envoie mes voeux les plus sincères, vraiment, et mon amitié, Bako Tibi et Meva. Ouais, ça me fait penser, Thomas, on a beaucoup de témoignages dans les formations de personnes qui œuvrent aussi dans ces milieux-là et qui partagent ces constats. Et j'ai l'impression que le fait d'être plusieurs, c'est vrai que seul, on peut parfois avoir l'impression que c'est difficile de changer cette grosse machine ou ces gros systèmes, mais je trouve ça toujours encourageant quand je vois des témoignages et sentir qu'il y a tout un tas de personnes qui œuvrent, chacun à leur place. Oui, clairement. Alors, la question suivante nous vient de Franck. Comment faire quand on est happé par de multiples projets qui ont tous plus de sens les uns que les autres, mais que je me retrouve surmené, submergé par ma quête de sens qui vient s'ajouter aux multiples obligations pour combler mes besoins fondamentaux du quotidien? J'ai créé la forêt nourricière en 2011, une utopie autour de la recherche en permaculture et en synergie humaine. Mais mon utopie m'épuise et l'actualité crée une injonction contradictoire entre la part de moi qui dit « fais-en plus » et mon corps qui n'en peut plus et qui dit « ralentis ». Thomas, as-tu une recette contre la dynamique d'épuisement et de conflit intérieur que cette quête de sens peut générer? Franck. Merci Franck pour cette question dans laquelle je me sens frère. Vraiment, je me sens très proche. J'ai envie de te tutoyer, Franck, parce que j'ai beaucoup d'amitié pour cette question. Moi-même, je sens un tel feu dans ce que je fais, une envie de répondre à toutes les demandes, être là où ça peut aider. Et donc, j'ai vraiment besoin d'exercer une grande vigilance pour garder un rythme doux et du moment de détente et de ressourcement. Je m'y tiens, mais je sens bien que c'est pas toujours facile.
Et donc, voilà, l'invitation, c'est de pouvoir apprécier cet élan de vie qui t'a fait créer tous tes projets, qui t'investit, qui te mobilise là-dedans, et en même temps honorer cette partie de toi qui dit ralenti et qui est humaine, qui a besoin de douceur, qui a besoin de calme, qui a besoin de ressourcement. Notre monde tourne fou. Si nous tournons fou avec un monde qui tourne fou, on entretient le problème. Et donc, la seule façon d'apporter de la guérison, c'est de s'auto-guérir et d'accepter qu'effectivement, il y a une pulsion qui voudrait prendre part à la grande œuvre de façon encore plus magistrale, et qu'en même temps, s'il ne suit que cette pulsion et pas la petite voix qui dit ralentis, pose-toi, eh bien, nous allons nous carboniser et finir en burn-out. Vous connaissez la traduction française du burn-out, ça se dit carbonisation psychologique. Ça fait pas envie. Donc, respectons le vivant. Je suis sûr que ta forêt nourricière t'a été inspirée par le goût de respecter profondément le vivant. Eh bien, le premier vivant à respecter, c'est soi. En tout cas, c'est ce que je me rappelle régulièrement pour éviter d'être happé par tout ce qu'il y a à faire, évidemment, sur cette planète. Merci beaucoup, Franck. Merci Thomas et merci Franck, je crois, qui est avec nous ce soir en direct. Une dernière question pour cette partie du sens dans notre vie professionnelle nous vient de Marie. Bonsoir Thomas et toute l'équipe, je suis en chemin pour une reconversion professionnelle. J'ai besoin de trouver du sens et de me rendre utile, de contribuer au bien-être des autres, chose que je ne retrouve plus vraiment dans ma profession actuelle. Comment vivre au mieux cette période de transition remplie parfois de doutes et de découragement? C'est une période particulièrement inconfortable et par moments épuisante pour ma part. Merci beaucoup, Marie. C'est une période de transition forcément pleine de doutes et de découragement. Ça fait partie. Ça, c'est vraiment précieux de l'admettre, que ça ne va pas être confortable d'être dans une période de transition. Si nous voulons passer d'un état de confort à un autre état de confort sans qu'il y ait une période de transition, c'est complètement utopique, évidemment. Et si nous rêvons que notre période de transition se fasse tout en douceur, c'est également utopique. Et donc, nous avons absolument besoin d'accepter les craquelures, les déchirures, les fragmentations de ce que nous étions qui se dissout petit à petit et qui permet petit à petit l'éclosion. De nouveau, l'image du bourgeon nous le dit. Le bourgeon, à un moment, casse son espèce de coquille des premières feuilles et pouf, tout d'un coup, la fleur sort. C'est partout la même chose. Le poussin, à un moment, pousse sa coquille pour éclore. Il y a un travail de démantèlement de ce que nous étions qui prend un certain temps. Et il y a du doute et de la découragement. Vous m'aurez déjà entendu, en tout cas je la cite, cette image dans Cessez d'être gentil, soyez vrai, écrit il y a plus de 22-23 ans maintenant, l'image de la chenille. Personne ne dit que la chenille trouve comique sa mue pour devenir papillon. C'est pas ça comique, elle perd sa vie de chenille. Mais quand elle s'enroule dans son cocon, ce n'est pas pour y faire une petite sieste tranquille, c'est pour petit à petit s'y dissoudre et de revenir, d'après les naturalistes, un jus primal. Elle se défait complètement de sa forme ancienne pour revenir à une sorte de liquide dont petit à petit va émerger une antenne, une aile, une patte et un corps de papillon. Et donc, c'est une belle image pour nous rappeler que nous avons d'abord besoin de dissoudre la forme ancienne pour que la forme nouvelle puisse reprendre. Et donc, la période de doute et de découragement fait partie du processus. Vous êtes dans le bon. Alors, désolé d'être un peu amical, un peu teaser comme ça, mais je vous parle de vous d'une période que j'ai bien vécue, mon Dieu. Et que ça passe par le fait de rager, de râler et de pleurer toutes les larmes de votre corps. Il y a un deuil à faire, il y a une porte qui tourne, il y a un grincement d'une vieille porte qui petit à petit se rabat pour faire une ouverture. Et ça fait partie du changement. Et c'est fondateur. Si vous travaillez à la fois à accueillir la tristesse, la désolation, la colère, le début, la solitude, ce que vous nommez là, mais à la fois de plus en plus la confiance, l'éveil,
la capacité à guetter et à ressentir de plus en plus par où vous avez envie d'aller, vous allez voir que ça s'accélère. Lâcher ce qui est à lâcher va être de plus en plus facile et percevoir ce qui est à percevoir va être de plus en plus clair. C'est un processus, mais qui demande les deux aspects. Vous voyez, lâcher ce qui est à lâcher, accueillir tout ce qui se vit avec le fait de lâcher et petit à petit percevoir de plus en plus finement. Il y a l'un et l'autre. Merci beaucoup Marie et bon courage dans ces inconforts. Merci Thomas. Et je crois à nouveau que Marie est avec nous en direct. Merci Marie. Merci d'être là. Et nous arrivons à notre dernière partie pour les questions sur comment trouver du sens dans un monde en mutation. Tu disais Thomas que parfois le monde tourne fou. Et donc il y a quelques questions qui nous parviennent avec ces enjeux-là. Les premières questions de Sylvaine et de Kevin. Comment arriver à concilier nos valeurs profondes et les contraintes, notamment financières, imposées par notre société? Un autre style de vie m'appelle, mais je reste bloqué par le besoin de gagner suffisamment d'argent pour subvenir à mes besoins. Je réfléchis à réduire un maximum mes dépenses, mais cela entraîne une frustration trop importante et je perds la notion d'équilibre. Je suis convaincu qu'il existe une solution pour concilier tout ça, mais je n'arrive pas à voir laquelle. Et Kevin, tu voulais répondre Thomas? Oui, j'essaie de répondre pour ne pas avoir trop d'infos dans la tête. Merci Sylvaine de nouveau pour cette question. C'est intéressant la façon dont vous le formulez. Vous êtes consciente qu'il s'agit sans doute de réduire vos dépenses, que sans doute vous avez pris l'habitude d'un certain train, c'est possible, hein, et qu'il y a sans doute, si vous le nommez, la possibilité de réduire, parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas la possibilité de réduire, hein, donc je suis sensible à ça, mais si vous le nommez, c'est qu'il y a sans doute la possibilité de réduire, mais que cela entraîne une frustration trop importante et je perds la notion d'équilibre. Vous avez la clé dans la question. Qu'est-ce qui fait que c'est si important? Qu'est-ce qui fait que c'est si important? Et de quel équilibre vous parlez? Est-ce que c'est pas justement ce que vous cherchez, d'être un peu déséquilibré d'une vie qui ne vous convenait pas pour pouvoir basculer vers une autre vie? Est-ce que vous rêvez que ça se passe sans déséquilibre? Est-ce que vous rêvez de nouveau que ça se passe sans avoir été à l'essence de votre être, en lâchant ce qui n'est pas vraiment vous, ce qui est peut-être très agréable, mais pas forcément fondamental, et qui génère peut-être un emploi du temps beaucoup trop actif? Intéressez-vous peut-être à faire le bilan de vos ressources et de ce à quoi elles sont affectées et de l'argent que vous mettez pour telle ou telle dépense. C'est souvent décapant, hein. Je peux vous assurer en tout cas que quand j'ai perçu que je voulais complètement ralentir ma vie et pour pouvoir débarrer un tout nouveau métier de thérapeute comme ça, from scratch, comme disent les Anglais, sans être du tout connu, ben je me suis dit, il faut bien que je réduise mes dépenses. Avant, j'étais juriste, je gagnais bien ma vie, je comptais pas trop la dépense. J'ai eu cette chance, c'est vrai. Eh bien, j'ai pu mesurer quel est le budget que j'affectais à une voiture. Mais c'est considérable, hein, considérable. Alors je réalisais qu'habitant la campagne, etc., une voiture m'était quand même nécessaire, mais j'ai vendu ma belle voiture et j'ai acheté une toute petite voiture d'occasion qui m'a coûté 3 fois rien et qui consommait 3 fois rien. Et c'était une frustration parce que j'avais bien ma belle voiture, elle était confortable et tout, mais et puis j'ai réalisé que je mettais pas mal d'argent le temps que j'étais célibataire à sortir avec les copains et à pas trop compter l'argent du resto, de la sortie ou même de la boîte de nuit. Et puis ma vie intérieure a fait que finalement la boîte de nuit j'ai plus trop envie et c'est plutôt mon style. Aller au restaurant, ben non, je me sens lourd et tout, je préfère manger frugalement et j'ai réduit. Alors j'avais la possibilité de nouveau, donc je sais que c'était possible pour moi, mais j'ai beaucoup réduit considérablement mon train de vie pour pouvoir sentir que je peux petit à petit m'embarquer dans une vie plus sobre. Et c'est intéressant de s'observer dans le fait de raréfier les besoins, de les rendre plus sobres, pour mesurer que finalement nos besoins essentiels sont sobres. Et bonne nouvelle, je vois beaucoup de personnes, et moi-même je le vis, qui ont fait ce travail de simplifier, sobrier, rendre la vie plus sobre pour petit à petit pivoter vers autre chose et petit à petit développer une nouvelle activité au départ de 3 fois rien et qui ont de nouveau généré, peut-être pas de l'aisance, et c'est pas ça qu'ils cherchaient, mais en tout cas du confort à nouveau. Merci beaucoup Sylvaine. Alors,
Kevin. Merci, Thomas. Ouais, la question de Kevin était un peu sur les mêmes enjeux. Alors, je la reprends. Par rapport au fait de se construire une vie pleine de sens, l'un de mes blocages importants réside dans mon besoin de sécurité, autonomie matérielle et financière. J'ai l'impression que ce qui fait sens et a de la valeur pour l'humain ne présente pas toujours du sens ou de la valeur pour l'économie. Comment concilier une vie pleine de sens avec de la sécurité, du confort matériel, financier? Quelques clés pratico-pratiques m'aideraient. Nous risquons souvent, dans le climat que vous nommez, d'avoir mis notre sécurité dans la ressource matérielle. S'il y a une ressource matérielle, je suis en sécurité. S'il n'y a pas de ressource matérielle, je suis en insécurité. Mais quelle dépendance! Quelle dépendance, hein? Est-ce que nous n'avons pas profondément besoin de sentir que nous, petit à petit, construisons notre sécurité dans la confiance en soi et dans la vie? Et que c'est là-dessus que nous voulons tabler, et non plus dans les circonstances plus ou moins favorables d'une ressource matérielle. Alors, je dis ça en étant très conscient que nous sommes dans une société où il s'agit quand même de remplir le frigo et de s'habiller et de se chauffer. On est bien d'accord. Mais de nouveau, est-ce que la vie vous invite pas, puisque vous sentez le besoin de créer autre chose, une autre façon d'être au monde, de rendre votre vie beaucoup plus sobre, aller à l'essentiel, diminuer profondément les frais du lieu où vous habitez, de la voiture que vous utilisez si vous utilisez une voiture, bien sûr des vêtements que vous achetez, de vous nourrir de façon beaucoup plus essentielle, etc. Alors c'est peut-être déjà ce que vous faites, hein, bien sûr, et je ne veux pas donner des leçons à qui que ce soit, mais nous sommes parfois un peu hypnotisés par le confort très récent de l'aisance, d'avoir une voiture là dans le parking juste en dessous, d'avoir un appartement chauffé à 20 ou 22 degrés, d'avoir accès facilement à des voyages et à des transports. Ouais. Voilà, c'est une invitation vraiment à incarner la vie que nous voulons profondément. Et je le redis, la vie est généreuse, hein. Les personnes qui s'engagent dans ce cheminement et qui acceptent de revisiter ce qui leur paraissait des priorités pour trouver les vraies priorités, assez souvent sont récompensées. La vie est généreuse et leur amène de nouveau, pas forcément de l'aisance, et c'est pas ça qu'on cherche, mais le confort dont on a besoin. De quoi avons-nous vraiment besoin, hein, c'est ça. Merci beaucoup, Kevin. Alors, c'est les Oui. questions de Christine et Alexandra. Comment se positionner entre envie intérieure et devoir, pression sociétale? Et comment conjuguer, d'un côté, être moi en faisant ce qui me fait envie et ce qui fait sens, et de l'autre, les injonctions de la société, rythme de vie, besoin d'appartenance, de sécurité, etc. Merci beaucoup. Alors, il me semble que dans ce qu'on a parcouru toute cette soirée, il y a des éléments pour apporter de l'éclairage à vos questions. Euh, euh, de nouveau, c'est la lucidité qui va petit à petit nous permettre de voir comment combiner mon envie intérieure profonde, et je suppose que vous parlez d'élan de vie profond, et ma façon de prendre ma place dans la société, et donc de ne plus laisser de côté mon élan de vie profond au service d'une docilité par rapport aux exigences de la vie sociale. Je ne veux plus, nous ne voulons plus cette déchirure intérieure. Et donc, le fait d'observer de plus en plus par où j'ai envie d'aller va me permettre de combiner petit à petit, petit à petit. De nouveau, il y a l'ingrédient du temps. Nous sommes souvent impatients lorsque le goût de changer nous vient. Et voilà l'intention. Si je me tourne vers la question d'Alexandra, comment être d'un côté moi en faisant ce qui me fait envie et ce qui fait sens, et de l'autre les injonctions de la société, rythme de vie, besoin d'appartenance. Ben, vous le nommez, quitter petit à petit les rythmes excessifs, ralentir petit à petit, vous autoriser à vivre à votre rythme. Besoin d'appartenance et de sécurité, mais peut-être réduire les appartenances. Quelles sont les vraies appartenances qui vous nourrissent profondément, celles qui sans lesquels vraiment vous ne pouvez pas vivre. Et de nouveau, vous allez voir que vous allez quitter des liens qui ne vous nourrissaient pas forcément, qui étaient là par habitude et par convenance, mais pas forcément
parce que c'est essentiel. Votre sécurité, vous allez de plus en plus apprendre à la mettre à l'intérieur de vous, donc qui vous êtes vraiment dans votre capacité à contribuer par votre couleur à vous à un monde meilleur, en n'étant pas forcément dans les clous de la société. Vous voyez, c'est ce travail auquel nous pouvons petit à petit, vers lequel nous pouvons nous acheminer euh, pour ne plus être des suradaptés à un monde qui tourne fou. Merci beaucoup, Christine et Alexandra. Avec mes joyeux encouragements et la pleine conscience que ça n'est pas nécessairement confortable et que ça peut prendre du sens, mais aussi que ça vaut vraiment la peine. La question de Lila, la vie a-t-elle un sens? Les guerres et les violences ont-elles un sens? Ouais. Quand je vois l'état du monde, de la nature, de la société, je me demande parfois quel peut bien être le sens de tout cela. Alors une piste pour répondre à cette dernière question. Il me semble que ce qui arrive au monde aujourd'hui de chaotique et de bouleversant et de secouant est à très grand large ce qui arrive dans nos vies individuelles quand nous ne sommes pas sur notre chemin. Et donc c'est passager, je suis pas seulement convaincu de ça. Et nous sommes des œuvriers de cette œuvre, nous ne sommes pas le maître d'œuvre. Il y a quelque chose ou peut-être quelqu'un qui est le grand œuvrier. Merci beaucoup Thomas. Désolé, j'ai eu quelques soucis de connexion, mais me revoilà. Je vous propose de terminer tranquillement cette soirée. Merci beaucoup pour les questions que vous nous avez partagées, qu'on a pu explorer ce soir. Je vous propose de terminer pour les personnes qui souhaiteraient aller plus loin en vous donnant quelques informations concernant le parcours ici qui réouvre ses portes pour une nouvelle session qui démarrera juste après l'été et donc les portes s'ouvrent dès ce soir. Le parcours ici, c'est un parcours qu'on a co-construit, imaginé il y a maintenant un petit peu plus de 3 ans avec Thomas. On a eu déjà la chance de pouvoir faire 2 sessions complètes, et donc la troisième session s'ouvre ce soir. C'est un parcours d'apprentissage, d'évolution et de transformation de 9 mois. Ce que je vous propose, c'est, dans un premier temps, de vous présenter un petit peu ce qu'est le parcours, vous parler également des intentions du parcours, et ensuite de vous expliquer quels sont les 3 piliers, qu'est-ce que vous retrouvez à l'intérieur du parcours, et les bonus. On découvrira ensuite quelques témoignages de personnes qui ont participé cette année et l'année précédente au parcours. Et puis, je pourrais vous donner quelques informations pratiques concernant le fonctionnement et l'agenda, les prochaines étapes, et puis terminer avec la participation financière. Les intentions du parcours, il y a une grande question qui revient depuis longtemps maintenant dans le travail de Thomas et puis dans ce qu'on essaie de transmettre, c'est la possibilité d'apprendre à vivre en paix avec soi, avec les autres et avec le monde, puisque c'est pas quelque chose qu'on a appris à l'école, comme on en a parlé un petit peu ce soir. Et voilà, il y a tout un tas de choses qu'on peut découvrir, de ressources qui peuvent nous aider sur ce chemin-là. Et donc l'idée du parcours, c'est vraiment d'aller à la rencontre de ces ressources-là. Et donc le parcours ici, c'est une invitation à revenir à l'essentiel et à en prendre soin. C'est une invitation à retrouver du sens, de la joie, de la clarté et de la justesse dans notre vie. Pour nous, c'est pas une formation de plus. Il y a plusieurs formations en ligne qu'on a eu la chance de faire avec Thomas, mais pour nous, c'est vraiment un parcours complet. C'est vraiment un chemin d'évolution et de transformation pour oser vivre pleinement notre vie, améliorer la qualité de nos relations à nous-mêmes, aux autres et au monde, et s'ouvrir à une vie qui est plus heureuse, plus inspirée, plus rayonnante, plus généreuse et plus contagieuse. Donc ce parcours-là, comme je vous ai dit tout à l'heure, donc il dure 9 mois. Il démarrera tout début octobre 2025 jusqu'en juin 2026. On l'a co-construit, imaginé avec Thomas. C'est vraiment la formation la plus complète, c'est le parcours le plus complet de formation avec Thomas. Et dedans, il y a notamment 3 approches qui sont particulièrement précieuses. On retrouve la CNV, la communication non violente, pour apprendre à s'exprimer, à écouter et à se relier avec authenticité. On retrouvera également l'IFS, Internal Family System, pour pouvoir comprendre nos fonctionnements profonds et nous rencontrer pleinement. Et la troisième approche, c'est l'intériorité citoyenne qui est au cœur du travail de Thomas depuis de nombreuses années maintenant, pour pouvoir développer une posture de conscience, de paix et de responsabilité intérieure face aux enjeux du monde. Et pour nous, le parcours ici s'adresse à toute personne qui a envie d'évoluer,
de mieux se connaître, de mieux vivre ses relations et d'incarner une contribution plus juste autour de soi. Et ça peut vous correspondre si vous vous sentez appelé par ce qu'on a vécu ce soir, ce que vous avez entendu, ce qui a été partagé. Si vous êtes en transition, en quête de sens, si vous cherchez à réenchanter votre quotidien sans tout bouleverser, on en a parlé justement ce soir. Et si vous vous sentez que vous avez besoin d'un espace qui est structurant, qui est inspirant, qui est soutenant pour pouvoir vous déployer pleinement et être accompagné à ça, on pense que le parcours ici peut vraiment correspondre si vous avez ces élans-là. Je peux maintenant vous parler des 3 piliers et des bonus. Les 3 piliers, on retrouve des formations en ligne accessibles à vie, un accompagnement collectif et sur mesure pendant 9 mois et une communauté de conscience pour évoluer ensemble. Je peux vous en dire un tout petit peu plus pour les formations en ligne qui sont accessibles à vie. C'est pour la plupart les formations qu'on a eu la chance de filmer avec Thomas et des groupes de participants. Et ces formations-là, il y a un petit peu plus de 120 heures de contenu, donc ça correspond à 30 jours, l'équivalent de 30 jours de formation que vous pouvez suivre à votre rythme tout au long du parcours et également après le parcours puisque ces ressources vous sont accessibles à vie. Le deuxième pilier, c'est l'accompagnement collectif et sur mesure pendant 9 mois avec Thomas et avec toute l'équipe du parcours. On retrouvera Thomas très régulièrement pour des moments d'échange. On retrouvera Arnaud de Flandre pour des ateliers de pratique CNV. Arnaud qui accompagne Thomas depuis de nombreuses années maintenant, qui est un des assistants les plus proches de Thomas. On aura également la chance d'avoir des ateliers de pratique IFS avec Isabelle Desplat. C'est notamment avec Isabelle qu'on va découvrir l'IFS, à la fois en formation vidéo et puis tout au long de l'année avec des ateliers pratiques. Et on retrouvera tout au long des 9 mois des groupes de compagnonnage avec les membres de l'équipe du parcours. Et donc les groupes de compagnonnage, c'est vraiment très très régulier. On a presque toutes les semaines proposé à plusieurs créneaux, la semaine, le week-end, le soir, le midi, pour que vous puissiez vraiment avoir des moments où vous pouvez vous connecter, être avec le groupe, quelqu'un de l'équipe également. Et ça permet vraiment d'avancer ensemble. Voilà, l'idée c'est de pouvoir se rencontrer, se retrouver régulièrement, pardon, échanger, pratiquer et avancer ensemble. Il y a vraiment une intention pour nous dans le parcours, c'est qu'on sente qu'on avance à plusieurs, en groupe, ensemble, et qu'on n'est pas seul par rapport aux problématiques et aux enjeux qu'on a notamment évoqués ce soir, et puis tous ceux qu'on découvrira tout au long du parcours, c'est vraiment de se sentir soutenu dans son cheminement. Et le troisième pilier, justement, c'est la communauté de conscience pour évoluer ensemble. Donc ça passe par des binômes, des trinômes pour pratiquer, échanger, se soutenir. Un espace en ligne où vous pouvez vraiment discuter avec tous les membres du parcours. Vous allez peut-être faire des rencontres aussi proches de chez vous ou parfois plus éloignées. Mais voilà, c'est vraiment quelque chose qui est très précieux. Et on a eu beaucoup de retours sur les 2 premières années de parcours de personnes qui nous partageaient à quel point ce pilier-là, la communauté, les rencontres qu'elles avaient pu faire dans le cadre du parcours avaient vraiment changé leur vie et avaient vraiment été précieuses. Et donc, pour cette année, pour la première fois, on mettra en place également très souvent des séjours pour pouvoir se retrouver en présentiel. Il y aura des formations proposées en présentiel, mais également des moments, peut-être des week-ends, des journées, etc. Simplement pour pouvoir se retrouver très facilement avec les membres du parcours. Voilà donc pour les 3 piliers, les formations en ligne accessibles à vie, l'accompagnement collectif pendant 9 mois, que vous pouvez vraiment suivre à votre rythme, et une communauté de conscience pour évoluer ensemble. Et les bonus, ce sont les séminaires en présentiel. Ils sont très demandés, ils sont souvent complets longtemps à l'avance. Donc dans le cadre du parcours, on vous ouvre les accès à ces séminaires en priorité, en premier. On communique les dates le plus longtemps possible à l'avance. Et donc vous allez retrouver notamment 5 séminaires en présentiel avec Thomas. Cela, il se passe du côté de la Belgique. Il y a une trentaine de places qui sont disponibles, qui sont ouvertes en priorité aux membres du parcours de cette année. Et s'il reste des places, sont ouverts un petit peu plus largement, mais c'est souvent quand même des séminaires qui sont complets avec les membres du parcours. Et on retrouvera 7 séminaires qui sont pour l'instant prévus, il y en aura sûrement un peu plus de proposés, euh, qui se dérouleront près de Lyon. Donc des séminaires notamment en communication non violente avec des membres de l'équipe du parcours, voilà, et avec d'autres personnes du parcours. Donc ça, il y en a déjà 7 qui sont prévus, et ça démarre dès cet été dans 3 semaines pour le premier, le 7 juillet.
Et ça, vous pouvez retrouver plus d'informations à la fois sur la page de présentation du parcours et puis nous, on vous enverra également quelques informations si vous êtes intéressé pour ça. Voilà donc pour les piliers et les bonus. Et ce que je vous propose, c'est maintenant de découvrir quelques témoignages de 4-5 personnes qui ont participé aux sessions du parcours. Puisque nous, on se rend compte qu'au niveau de l'équipe, moi, j'ai contribué à créer le parcours avec Thomas. Et voilà, on y met vraiment tout notre cœur et on adore pouvoir proposer un parcours comme celui-ci. Et en même temps, je me rends compte que je suis pas souvent la meilleure personne pour en parler parce que, bah, il y a voilà, on reçoit énormément de témoignages de personnes qui participent et c'est très touchant. C'est souvent bouleversant pour nous de sentir à quel point le parcours peut avoir un impact important dans, voilà, dans la vie des personnes qui cheminent, au sein du parcours et donc ce qu'on vous propose, c'est de découvrir quelques témoignages ensemble de personnes qui ont vécu le parcours et je vous retrouve juste après. Et ce parcours, m'a vraiment permis de me reconnecter à une source de bienveillance et d'amour inconditionnel. Ces ressources qui, je sais, enfin je le découvre, ont toujours été là et disponibles en moi et que je peux maintenant, puiser dedans et c'est un soutien immense. Donc vous m'avez mis, vraiment, Thomas, tu m'as mis sur la voie pour me permettre de me relier à cette sagesse intérieure et ça m'apporte une paix, profonde, une impression, une sensation d'alignement, de justesse, d'aller agir depuis un espace qui est pur en fait, ce que je voulais le plus au fond de moi. Donc merci du fond du cœur pour cela et l'inspiration à goûter cette joie que j'avais oubliée et qui demandait qu'à être retrouvée. Moi, je voulais dire déjà merci en fait pour tout ça de toute façon parce que c'est vrai que moi je sens que vraiment il y a une force qui se met à l'intérieur. Je sais pas comment dire, mais il y a quelque chose vraiment, une stabilité, quelque chose de plus en plus serein et qui me fait trouver mon chemin dans ce parcours. Je m'attendais pas vraiment à ça en fait au départ. Et du coup, ce que je me rends compte, c'est que ce chemin, ben, c'est vrai qu'il est beau, mais il n'est pas très facile. C'est très inconfortable parfois de se rendre compte de tout ce qu'il y a là, de tout ce qu'il y a à faire et à être en fait. Moi, j'y ai vu la chance de pratiquer, 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 rencontrer plein de gens qui sont dans la même démarche, qui ont un vocabulaire commun, qui sont dans le non-jugement. Et ça, c'est absolument réjouissant de faire communauté tout d'un coup avec plein de gens très différents qui ont les mêmes référentiels, même si à chaque fois on se l'approprie en fonction de ce qu'on est chacun, quoi. C'est beau toute l'évolution qu'il y a depuis le début du parcours et vraiment je voulais remercier pour cette possibilité de parcours qui est absolument magnifique et qui permet d'avancer et de se retrouver. Donc voilà, je voulais juste partager ça et merci beaucoup. J'ai l'impression d'avoir récupéré une part de moi-même, en fait, un espèce de socle en moi, de stabilité et de sérénité. Et du coup, je me sens hyper à la fois libérée d'un truc et j'ai l'impression d'avoir récupéré une force en fait intérieure. Enfin, c'est très très puissant, quoi. Et d'avoir retrouvé un peu ce côté, cette part d'enfance que j'étais désolée d'avoir perdue et qui est revenue. Donc voilà, ça infuse en moi et surtout, je constate que ça se diffuse autour de moi aussi, très concrètement. Donc en tout cas, merci pour tout ça, pour, m'avoir permis de faire ça et me permettre de pouvoir, faire un petit peu de bien autour de moi avec tout ça. Merci beaucoup à Joyce, à Marion, à Justin et à toutes les personnes qui nous partagent des témoignages, qui acceptent aussi que ces témoignages soient partagés. Si vous voulez retrouver plus de témoignages pour aussi en savoir plus sur le parcours par ce biais-là, vous en retrouverez beaucoup sur la page de présentation et puis on enverra pardon, quelques-uns également tout au long de l'été, puisqu'on en reçoit vraiment énormément et c'est très touchant pour nous de sentir bah, comment les gens vivent ce parcours-là et l'impact que le parcours peut avoir dans leur vie. Ce que je vous propose maintenant, c'est de vous parler un petit peu du fonctionnement assez concret de l'agenda. Et puis, en terminant, on terminera avec la participation financière. Pour le fonctionnement, donc le parcours se déroule sur 9 mois avec 6 modules de 6 semaines où on aborde
pour chaque module des thèmes un petit peu différents et qui sont progressifs. C'est-à-dire que vous pouvez rejoindre le parcours même si vous n'êtes pas encore formé à la CNV, la communication non violente ou l'IFS. On découvre vraiment ça ensemble et puis on chemine ensemble pendant 9 mois. Le module 1 sont les bases de la communication non violente et de l'IFS, Internal Family System. Le module 2, apprendre à gérer les tensions et les conflits sans violence, c'est l'un des thèmes qui nous est le plus demandé et qui est très précieux aussi pour aller rapidement dans le quotidien. L'idée du parcours ici, c'est vraiment pas une formation théorique, mais c'est vraiment d'arriver à intégrer, à trouver des clés pour mieux vivre au quotidien, notamment dans nos relations. Donc ça, c'est le module 2. Le module 3, c'est vivre au-delà des peurs et estime de soi et confiance en soi. Le module 4, c'est couple, amour et relations et CNV et éducation. Le module 5, c'est apprendre à faire des choix pour vivre la vie qui nous inspire. Et le module 6, pour terminer, c'est approfondissement à la communication non violente. Et au niveau de l'agenda, donc dès ce soir, le parcours ici ouvre ses portes, donc vous pouvez vous inscrire. Si vous vous inscrivez avant le 30 juin, on a un petit cadeau pour vous, puisque pour nous, c'est très aidant d'avoir les inscriptions en fait assez tôt, puisque ça nous permet de nous organiser aussi au niveau des équipes tout au long de l'été, etc. Donc voilà, si vous sentez que le parcours vous attire, vous appelle et que voilà, tout ça vous parle, vous êtes les très bienvenus dès à présent. On sera ravis de vous retrouver. Et donc ça, c'est jusqu'au 30 juin. Tout au long de l'été, on a 7 séminaires en présentiel qui sont déjà disponibles, auxquels vous pouvez participer. Et dans l'été, on aura également l'ouverture des prochains séminaires qui auront lieu tout au long de l'année. Et vous aurez donc les accès en priorité en étant membre du parcours. Et on aura également dans l'été des moments d'échange, des premières rencontres, des premiers contenus pour démarrer en douceur. Le mois de septembre, on retrouvera notamment un séminaire d'introduction avec Thomas, celui-là qui est en bonus, qui se déroulera en Belgique. Et puis à nouveau, il y aura encore des échanges. Et voilà, on se prépare tranquillement au lancement du parcours. Et puis ça démarre tout début octobre avec une soirée de lancement et avec les premiers modules qui démarrent. Et ça nous amènera jusqu'à juin 2026. Voilà pour quelques informations pratiques et concrètes. Et pour terminer, je vous propose de vous parler de la participation financière. Donc, dans la participation financière, vous retrouvez les formations en ligne accessibles à vie, l'accompagnement collectif pendant 9 mois, la communauté, l'accès à la communauté, les échanges, etc. pour évoluer ensemble. Et donc, nous, ce qu'on vous propose, c'est une participation en conscience, c'est-à-dire qu'il y a un tarif médian, donc 2 590 euros, et vous avez ensuite deux autres tarifs en fonction de vos possibilités, de vos moyens, de vos élans. Vous avez une participation à 2 290 et une participation à 2 890. Donc ça, vous pouvez choisir. L'idée pour nous derrière ça, c'est vraiment de pouvoir rendre accessible le parcours et que les ressources financières ne soient pas un frein. En même temps, on est conscient que ça représente un investissement et un engagement, que ça soit financier, aussi en termes de temps et voilà, de cheminement, de travail sur soi. Mais on est ravis de pouvoir proposer ces possibilités-là de participation financière. Et on vous propose également des paiements jusqu'à 12 fois sans frais qui sont possibles, ce qui peut rendre le parcours accessible à partir de 190 euros par mois. Voilà pour les propositions financières. Et donc, je vous en parlais tout à l'heure, le petit cadeau Early Birds, si vous vous inscrivez avant le 30 juin. Donc, on vous propose une remise de 200 euros sur le parcours, sur le montant de participation que vous aurez choisi. Voilà, et je vous le rappelle, c'est vraiment quelque chose, on a plaisir à offrir ça. Pour nous, c'est très aidant aussi de pouvoir s'organiser, c'est très facilitant. Et voilà, c'est aussi pour vous remercier de votre confiance. Euh, donc voilà, si vous avez envie de rejoindre le parcours dans les prochains jours, cette remise sera disponible. Voilà un petit peu pour les éléments que nous avions envie de vous partager par rapport au parcours. Donc si vous sentez que le parcours, c'est quelque chose qui vous parle, vous pouvez vous inscrire dès à présent. Et vous avez également la possibilité de rejoindre la liste d'attente ou la liste d'intérêt, c'est-à-dire de renseigner votre adresse mail et d'être tenu informé un peu tout au long de l'été, dans les prochaines semaines. On peut vous partager un petit peu plus de contenu pour vous expliquer ce qu'il y a dans le parcours, ce que vous retrouverez. On pourra également vous partager des témoignages,
Voilà, donc ça c'est pour les personnes qui voudraient découvrir aussi petit à petit un petit peu plus le parcours, c'est très bienvenu également. Voilà, donc ça vous allez retrouver les liens dans la description sous la vidéo. Voilà, vous pouvez vous inscrire et puis nous, on reste également disponible par mail si vous avez des questions, si vous avez envie d'échanger, ce sera avec plaisir. Voilà un petit peu pour ces éléments de présentation du parcours. Et donc, on arrive tout doucement à la fin de cette soirée. Un grand merci à vous pour votre participation. Un grand merci pour toutes les questions qui ont été posées en amont. Un grand merci également à toi, Thomas, pour ta disponibilité et tes partages. Un grand merci à toute l'équipe pour toute la préparation. Et je vous dis à très bientôt. Et merci à chacune et chacun des participantes pour votre implication et pour tous les commentaires qui circulent là. Et je vois qu'il y a déjà des connivences qui se passent et des personnes qui répondent aux autres, qui s'encouragent. Merci de faire du lien, de faire du nous. Nous en avons tous besoin et ravi de pouvoir vous retrouver pour celles et ceux qui auront l'occasion de participer au parcours ici. Je vous y encourage. C'est un beau parcours. Nous avons des feedbacks super chaleureux de ceux qui ont fait les parcours précédents. Et donc, voilà, c'est une occasion d'approfondir ce qu'on a évoqué ce soir. À bientôt. Passez une bonne soirée. Merci à tous. Au revoir. Au revoir.